Fréquence Europa. Fréquence Europa, la radio de la dissidence française. Avis à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission pour Fréquence Europa. Aujourd'hui, on va interviewer un auteur, donc c'est Romain Guérin qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions aujourd'hui. Bonjour Romain. Bonjour et surtout merci à vous de m'inviter et surtout de s'être intéressé à mon livre, de l'avoir lu. Je suis très touché et je vous en remercie. Merci à toi d'avoir répondu positivement à notre invitation. On a aussi avec nous du coup Kargal qui sera là pour donner un peu son avis sur le livre étant donné qu'il l'a lu et puis c'est lui d'ailleurs qui me l'a conseillé. Ave Liane, ave Romain, bonjour Romain, merci d'être venu. Donc, on va parler du journal d'Anne France, puisque c'est le livre que Romain, tu as écrit récemment, si je me trompe pas. Disons qu'il a été publié en décembre dernier, donc c'est assez récent. Par contre, l'écriture elle-même date d'il y a plusieurs années, quoi. Je l'avais écrit, j'avais 28 ans, donc j'en ai 33 là, donc ça fait 4-5 ans déjà qu'il est écrit. Mais il est toujours actuel, hein, c'est pas un problème. D'accord, ok, super. Et alors, du coup, première question, pourquoi est-ce que tu as mis quelques années avant de le publier ? Alors, je pense que c'est pas, comment dirais-je, c'est pas juste le problème de notre milieu. Disons que en France, il y a beaucoup plus d'écrivains que de lecteurs. Donc déjà, se faire éditer, je pense que c'est pas simple si t'as pas des réseaux, des choses comme ça. Et en plus, dans nos milieux, c'est-à-dire dans nos milieux, dans le milieu juste du bon sens aujourd'hui, où si vous avez une exigence dans l'écriture et que dans vos thématiques qui sont abordées, c'est pas, vous n'êtes pas à Saint-Germain-des-Prés et vous ne parlez pas de votre anus et que vous êtes homosexuel, non mais voilà, c'est vraiment ça. Moi, je pensais que c'était une caricature avant et mon ami, Daniel, que vous connaissez, lui, des fois, il se tape des lectures plus contemporaines. Et déjà, le niveau grammatical, c'est vraiment mais indigent. Donc déjà, même quand vous écrivez avec des phrases un peu littéraires, c'est déjà suspect. Et en plus, voilà, quand les thématiques, c'est-à-dire que si ça parle du pays réel, comme on dit, de la France et des Français, donc voilà, ça a mis plusieurs... Et puis des fois, même certaines maisons d'édition qui vous disent oui, mais des fois elles vous oublient. Je veux dire, après, il y a aussi le problème, c'est qu'il y a certaines maisons d'édition qui sont pas forcément... voilà, qui ont un certain calendrier en fait à respecter. Donc, en règle générale, voilà, c'est compliqué de s'éditer. C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui s'auto-éditent. Pourquoi pas, hein, parce que de toute façon... mais voilà, donc ça a pris du temps, quoi. D'accord, ok. Ok, très bien. Oui, c'est vrai que j'imagine ça doit pas être évident déjà de trouver une maison d'édition de prime abord. Si je me trompe pas, c'était pas ton premier livre. Tu avais écrit un premier livre sur le jeûne, si mes références sont bonnes. C'était au Retour aux sources, donc une maison d'édition un peu plus connue là sur Internet, quoi, essentiellement. Et c'était je sais plus exactement de quand il date, mais ça c'était un petit essai, alors qui peut intéresser aussi finalement et votre public, parce que c'était sur le jeûne, mais vu du point de vue de la volonté, c'est-à-dire que de l'ascèse. C'était vraiment, c'était pas du tout, parce que moi j'y connais rien, le jeûne, si c'est bon ou pas bon, mais je me suis dit, bon voilà, dans cette société d'abondance, d'hyperconsommation, etc., c'est vrai qu'avant de fantasmer, hein, pourquoi pas, hein, sur des guerriers grecs, etc., déjà il y a des choses faciles et accessibles qui sont, par exemple, est-ce qu'on peut s'arrêter de bouffer, quoi, tu vois, pendant 10 jours, quoi. Et donc c'était ça un peu le propos. Donc c'était sans prétention, c'est un petit truc, mais voilà, c'était cette optique-là, quoi. D'accord, ok, super. Et donc, alors je vais me pencher vers Kargal un peu. Du coup, toi, si je me trompe pas, t'as connu Romain un petit peu avant qu'il publie le journal d'Anne France. Qu'est-ce que tu connaissais de lui et du coup, comment est-ce que tu es venu à t'intéresser à ce livre ? Pourquoi t'as été le lire tout simplement ? Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce livre ou dans le synopsis ? Alors, à la base, je savais pas trop quoi en penser. Alors je connaissais Romain de réputation, j'avais vu quelques émissions avec lui sur Meta TV je crois et puis quelques vidéos et puis je savais que c'était un poète, sauf que moi la poésie j'avoue honteusement que c'est un art auquel je reste totalement hermétique. On a beau me dire écoute c'est trop beau, Baudelaire, Rimbaud etc. On me déclame des vers,
Ça me fait ni chaud ni froid, je suis désolé. Alors à la base, je me dis un livre écrit par un poète, avec un titre un peu taquin, qui me faisait un peu, que je trouvais un peu taquin, un peu farceur, je savais pas trop quoi en penser. Et donc après j'ai rencontré Romain, donc c'était à la fête du Pays Réel, il me semble. Bah, c'est là que j'ai acheté le livre sur le stand de la librairie de Thibaut de Chassé, une très bonne librairie. Et Romain m'a paru sympathique, et puis il m'a conseillé de lire son livre. J'avais acheté un deuxième livre en même temps, il m'a conseillé de lire son livre en deuxième. J'ai suivi son conseil, et en fait, dès les premières pages, j'ai été franchement happé, quoi. Le livre, il m'a parlé, c'était comment dire, c'était le livre que j'avais envie de lire au moment où je l'ai lu, en fait. Donc ça m'a, voilà, j'ai que du bien à en dire, mais on en dira plus un peu plus tard, je pense. Ouais, tout à fait. Bah, merci déjà pour ces premières impressions. Donc Romain, si je résume, en fait, toi, à la base, t'es un poète, en fait, t'écris des poèmes. Alors oui, disons que dans l'écrit, c'était vraiment enfin, c'est les premières choses que j'ai faites, donc de façon complètement désintéressée, on va dire, parce qu'on n'écrit pas de la poésie pour autre chose que d'essayer de faire du beau, hein, parce que sinon, voilà, faut pas se faire des illusions. Mais donc vraiment, enfin moi j'ai eu, malgré moi, parce que ce que dit Cargal, d'une certaine façon, moi j'ai lu quoi de la poésie, mais je suis pas non plus un boulimique de poésie. C'est vrai que ça me touche, mais je suis pas un boulimique non plus parce que c'est vrai que c'est assez, c'est pas forcément facile à lire. Mais bon, moi j'avais envie de, comment dire, je pense que l'envie première, c'était que je voulais vraiment, à l'époque, alors que j'étais pas du tout politisé, c'était que je sentais vraiment que, ne serait-ce que de faire du beau, c'était déjà, si tu veux, Un acte de révolte, un peu. ouais, vraiment, j'avais ça, parce que j'avais marre de voir toute cette médiocrité. Je parle même pas du rap, tout ça, mais même, enfin voilà, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. Donc moi, j'avais un peu donc effectivement, je suis passé par la poésie parce qu'il est clair que la poésie reste. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la poésie en règle générale, et surtout la poésie française, c'est quand même là où le langage, si tu veux, est complètement sublimé. C'est là où il y a Ah oui, c'est vrai, oui. voilà. Mais Donc, c'est vrai que ça paraît un peu atemporel en fait. Enfin, c'est quelque chose. Oui, on imagine quand on parle de poésie, on imagine des poésies effectivement, enfin d'une autre époque en fait. Enfin, on se dit aujourd'hui en 2018, qui écrit des poèmes? Quasiment personne quoi. Enfin, oui, je sais pas. parce que si tu veux, on va dire qu'il y a l'envie un peu existentielle que moi je ressentais justement, j'avais besoin, si tu veux, de coucher des impressions, des émotions quoi sur le papier, mais sur un point de vue strictement littéraire, il est clair, enfin en tout cas quand j'encourage ceux qui veulent apprendre à écrire, de lire quand même de la poésie pour voir ce que c'est que d'écrire français, si tu veux. C'est-à-dire que si t'as pas lu Oui, Racine, si t'as pas lu Baudelaire ou Verlaine, tu n'as pas les bonnes références, si tu veux, pour savoir si tu écris bien ou pas, sans vouloir les égaler. Mais si tu veux, c'est quand même dans la poésie. Évidemment, il y a la prose, mais la prose, c'est plus diffus. Mais c'est quand même dans la poésie où tu vois, si tu veux, enfin, tu vois la perfection qui s'est incarnée. Donc, en fait, je suis passé par la poésie pour ces deux raisons. C'est que bah, j'avais un besoin de coucher des choses sur le papier et que le format poésie assez court, assez dense, me correspondait beaucoup plus que des grands romans ou des grandes fresques. Et j'avais surtout comment dirais-je, cette envie vraiment de me dire, bah voilà, enfin, c'est quand même dingue qu'il y a 300 ans, on faisait des choses belles. On nous parle de progrès sans arrêt. Alors, le progrès technique, il peut paraître évident. Le progrès dans les humanités, c'est-à-dire dans les arts, etc., et il est beaucoup moins, en fait, si tu veux. Donc, oui, oui, c'est vrai. c'était un peu un pied de nez, en fait, si tu veux, à cette modernité, enfin, ouais, quoi, décadente, en tout cas, au point de vue des arts, quoi, c'est évident. Et de se dire, bah, en fait, c'est toujours possible, en fait. Et je m'étais lancé un peu ce défi, si tu veux, de vouloir faire du beau, quoi, si tu veux. Donc, c'était pas, pour le coup, c'était vraiment c'était très personnel. Tu sais, je m'attendais pas, si tu veux, voilà. Quand tu écris de la poésie, tu te dis pas, voilà, je vais en publier, etc. Mais c'était vraiment pour moi-même, pour être fier de moi. Donc, c'est pour ça que quand j'ai réalisé ça à 17, 18 ans, j'ai fait une énorme dépression parce que je me suis dit, bon, bah, déjà, la poésie, tu risques de pas en vivre. Et puis, en plus, ça risque d'être très compliqué parce que Oui. écrire, ça s'apprend, quoi. Si tu peux avoir un petit don, une envie, mais si tu veux, ça s'apprend justement, voilà, en lisant les grands, en s'essayant, en travaillant. Et donc, j'ai mis après, je sais pas, 8, 9 ans avant d'être vraiment fier d'un premier vers ou d'une première poésie, voilà.
Ok, c'est vrai que moi ce que je trouve intéressant aussi dans la poésie, c'est que ça apporte quand même une richesse de vocabulaire on retrouve pas forcément aujourd'hui, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'au-delà du vocabulaire, il y a des constructions de phrases. Oui, Parce aussi. qu'aujourd'hui, si tu veux, c'est sujet, verbe, complément. Donc, si tu veux, voilà, et le problème, c'est que ça fait des logiques qui sont binaires. Alors que la grammaire, c'est quoi finalement? C'est des liens logiques, c'est des nuances que tu apportes. Donc, ce que peut t'apporter la poésie ou la belle langue française, c'est effectivement le vocabulaire. Le vocabulaire étant la réalité, hein. Enfin, je veux dire, chaque mot correspond à Tout une à chose. fait. Donc, ça t'enrichit, si tu veux, ton monde. Après, il y a aussi, ça te fortifie ton raisonnement parce que la grammaire, c'est exigeant, etc. Donc, en fait, ouais, enfin, ça t'apprend vraiment ça te cultive, ça t'apprend à raisonner, quoi. Mm, mm. Mais c'est vrai que dans le livre, tu cites beaucoup d'auteurs français, des poètes, tu cites quelques vers par-ci par-là, notamment lors des intrigues entre Anne France et un autre personnage. Et c'est vrai que même moi qui suis imperméable plus ou moins quand même à la poésie, ben, ça rappelle aussi une chose, c'est que comment dire, si certains pays d'Europe ont été pionniers et maîtres dans la musique classique, la France, nous, c'est vraiment les auteurs et les poètes en particulier. Quand on voit les noms cités, c'est que des sommités, quoi. C'est que des gens qui sont reconnus mondialement pour leur art. Et effectivement, c'est vrai que ça m'a fait dire que quand on se veut français enraciné, on ne peut que être fier de ce patrimoine littéraire et poétique. Ah oui, en fait, moi j'avais la volonté de ça, c'était que vraiment je voulais, parce que justement, je comprends pourquoi certaines personnes sont un peu, enfin, frileux face à la poésie, parce que même moi, des fois, je peux lire enfin, plusieurs poèmes et je suis pas forcément touché par quelque chose, et des fois, je suis touché par une phrase. Et je sais qu'on peut être touché juste par une phrase, par une pensée, et c'est pour ça que j'ai voulu parce qu'en fait, le peu que j'ai un peu cité, c'est finalement des heures, des heures et des heures de lecture. Et c'est vrai que des fois, bon, bah, on lit et on est un peu déçu parce qu'on n'a pas, voilà, cette petit éclair. Alors moi, je les ai mis pour quand même, enfin, comment dire, pas faire gagner du temps, mais si certaines personnes quoi l'ont oublié, dire que voilà, des fois, ben, même si on lit et puis que ça nous ennuie, bah, des fois, ça peut payer parce que voilà, il y a une belle phrase et que ça soit juste du beau aussi, que ça a une phrase qui dit quelque chose de vrai, quoi. Oui, oui, je comprends. Alors, on va entrer dans le vif du sujet un petit peu parce que le temps file. Est-ce que, Karial, si tu veux bien nous faire un peu le synopsis de l'histoire, qu'est-ce que ça raconte concrètement le journal d'Anne-France? Donc alors l'histoire, ça commence avec un pompier volontaire qui, lors une de ses interventions, retrouve le corps sans vie d'une vieille dame. Chose aujourd'hui malheureusement courante dans le monde moderne et individualiste. Et d'ailleurs Romain le souligne dès les premières phrases. Alors, donc je cite: il pénétra dans le Galetas et vit cette récurrente de l'affreux spectacle qu'on constitue la société hyper-individualiste dans laquelle nous vivons. Une vieille dame en état de décomposition avancée. La puanteur comme ultime appel au secours. Alors déjà dans cette phrase, moi j'ai tout de suite aimé parce que bah effectivement ça, bon c'est un peu glauque hein, effectivement, mais Oui, un petit peu, ouais. ça met tout de suite la scène en place et puis ensuite la description de l'endroit où vit la vieille dame. C'est assez marrant d'ailleurs parce que la façon dont c'est décrit, la façon dont le pompier qui rentre dans le Galetas décrit la décoration, l'ambiance, ça fait un petit peu fantastique en fait, ça fait intemporel, fantastique. Et il y a un ton un petit peu fantastique qui découle de ça. Donc alors, ce que j'aime bien donc dès le début là, c'est que en fait ça met les choses en place et puis qu'il y a une critique sur le monde moderne, individualiste, chose qui manque beaucoup dans notre milieu, je trouve, parce qu'on est souvent beaucoup dans la réaction et peu dans l'autocritique et la recherche de l'autodiscipline. Donc je continue. Alors sur place, le pompier en question trouve un fichier sur le PC encore allumé, l'ultime journal d'Anne-France. Rapidement touché par ce qu'il y lit, il décide d'apporter le fichier à un ami, à lui qui, touché lui aussi par le récit d'Anne-France, décide de l'imprimer au propre. C'est donc cette version imprimée que nous sommes amenés à lire. Anne-France nous raconte tout depuis son arrivée de Mâcon sur Lyon, et de ses amours, sa jeunesse, ses aventures, le tout avec une trame qui se déroule sur les 50 dernières années du XXe siècle, en gros, quoi, hein, depuis la guerre, la deuxième guerre, en passant par l'occupation, le règne du gaulo-communisme, enfin il y a la guerre d'Algérie, enfin toute notre histoire contemporaine est vue à travers les yeux de l'héroïne.
Alors du coup, moi j'ai une question quand même parce que effectivement, tu prends en fait, Romain, le parti pris de faire un ouvrage sous forme de journal. En fait, c'est un journal intime. Et déjà juste le format, enfin je sais pas ce que t'en penses, Karigal, mais moi je trouvais ça assez intéressant et enfin pour un roman en tout cas c'est assez original. Ouais, moi je trouve ça aussi intéressant parce que effectivement, en quelques pages d'introduction, bah, en fait, la France et Anne-France sont liés. Et au final, bah, Anne-France, c'est la France. Et donc, tout ce qu'on lit après, j'ai l'impression que ça nous touche encore plus. Je sais pas si c'est voulu de la part de Romain. Bah, disons que voilà, le format lui-même était un peu, entre guillemets, imposé par le titre qui fait référence à Oui, l'autre évidemment. journal bien connu. Mais évidemment, après, j'avais aussi cette volonté, cette astuce un peu narrative et littéraire de me départir du texte. C'est-à-dire pour que vraiment le lecteur puisse rentrer très facilement dans cette intimité-là, qui est finalement l'intimité de la France. Donc pour vraiment que ça le touche, ben, finalement que ça soit pas proposé comme ça, quelque chose d'écrit par moi, par l'auteur, mais vraiment une personne qui aurait réellement existé. Si tu veux, ça permet de rentrer en empathie très vite et très fort en fait pour le personnage qui est finalement la France, parce que le but effectivement un des buts principaux du livre, je mets une petite phrase en exergue au début, c'est pour un combat à l'arme égale. Parce que malheureusement, en fait, aujourd'hui, tout est question d'empathie, de pitié, etc. Tout ça permettait que le lecteur rentre tout de suite, si tu veux, voilà, en empathie avec finalement bah, la France et ses souffrances, quoi. Oui, alors en fait, c'est vrai que du coup, Anne-France nous raconte vraiment sa vie de son point de vue à travers ses lettres. Alors j'ai aussi une question. L'histoire se déroule principalement à Lyon. Oui. Est-ce que c'est un choix un peu fait au hasard ou alors est-ce que tu as un rapport particulier avec cette ville? Bah, en fait, c'est un choix. C'est-à-dire que bon, en même temps, c'était plus facile pour moi parce que je connais très bien cette ville, mais j'ai habité d'autres villes, dont Paris, et c'était un choix aussi on va dire, délocaliser un peu, on va dire que voilà, et comme je disais un peu en introduction, que tout ne se passe pas à Paris et que finalement, bon bah que ça se passe dans une ville de province. Enfin, pour moi, c'était un choix parce que, comme je te dis, j'aurais très bien pu le faire à Paris, etc. Et non, je me suis dit, Lyon, bah, c'est la province et puis c'est très bien comme ça, quoi. Surtout que c'est une ville à l'histoire très forte aussi, Lyon, hein, depuis l'Antiquité. C'est une En, ville à l'histoire très forte. en plus, oui, alors en plus, c'est vrai que Lyon a toujours été un peu, on va dire, réfractaire. Lyon a été une ville martyre pendant la Révolution, et après il y a eu la Résistance, etc. Enfin voilà, c'est toujours une ville. Alors maintenant en plus aussi, mais regardez, il y a toujours des groupes à Lyon dits d'extrême droite, évidemment, mais que ce soit le Bastion social. Les identitaires, etc. Enfin, il y a toujours un peu ce côté et réfractaire à Lyon. Là, bon, bah, dernièrement, il y a la Marion Maréchal qui met son école. Enfin, voilà, c'est vrai que Lyon, apparemment, a ce côté un peu, voilà, bah, parce que c'est une ville qui est, bon, encore aujourd'hui, même si c'est un peu lissé, mais c'est une ville qui est enfin, qui est très catholique, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, il y a aussi une section de la dissidence française, d'ailleurs, à Lyon. Je dis ça, forcément, ça fait un peu de pub, mais aussi parce que j'ai eu l'occasion, justement, de m'y rendre il y a peu de temps. Et c'est vrai que c'est une très belle ville avec beaucoup de charme, que je ne connaissais pas du tout avant. Et donc, c'est vrai que aussi le fait de lire ton livre juste après avoir découvert cette ville, ça m'a permis aussi de me projeter Ouais. également dans la ville, quoi. C'est vrai que Lyon, quand j'y suis allé, moi, je trouve que les gens ont une mentalité, entre guillemets, plus de droite, entre guillemets, plus entrepreneuriale et moins assistée qu'on peut trouver à Paris. J'ai l'impression que les gens sont un peu plus avec une mentalité de droite à Lyon qu'à Paris, par exemple. Bah, après, moi, personnellement, enfin, je pourrais pas dire déjà parce que malheureusement, les villes françaises aujourd'hui ne le sont plus tellement. Alors, on est obligé de Oui, c'est ça. fouiller un peu parce que bon, à Lyon, comme les autres grandes villes, le problème c'est que bon, bah, les Français, on sait plus trop où ils sont. Et puis quand il y a puis les Français de souche, parce que bon, bah Lyon, oui, même s'il y a cette culture-là, c'est quand même le triomphe du socialisme depuis qu'il y a l'autre ministre de l'Intérieur, je sais plus comment il s'appelle, Collomb. Franc-maçon. Voilà, donc il y a énormément d'histoires de la franc-maçonnerie aussi à Lyon. Donc voilà,
Ça, je sais pas, parce qu'en plus, enfin, je fréquente pas énormément de personnes, mais il se trouve que de par le fait, voilà, dans le Vieux-Lyon, par tous ces groupes un peu, voilà, de droite, etc. Enfin, voilà, disons que c'est pas Lyon, c'est pas Toulouse, on va dire, c'est pas Nantes, Oui. voilà, mais on n'a pas sombré complètement et dans le gauchisme. Enfin, on n'est pas non plus une ville. Enfin, faut pas s'imaginer que Lyon, c'est le paradis des nationalistes, quoi. Oui, non, non, je ne pense pas non plus. Bon, alors en tout cas, merci pour cette première partie. On va faire une courte pause, une première pause. Alors, je tiens à préciser que pour les différentes pauses, c'est notre invité, donc Romain, qui a pu choisir les différentes chansons que vous allez écouter, chers auditeurs. Et pour la première chanson, on va écouter une chanson, on va dire, assez franco-française. Si tu peux juste nous dire, avant de l'écouter, du coup, Romain, pourquoi tu as choisi cette chanson? Donc, je parle de la chanson de Gaston Montéus, si je me trompe pas. Montéus. Ah oui, parce que c'est un peu le chansonnier français pour voir à quel point aussi ça a changé, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la chanson française, bon, bah, enfin, c'est devenu vraiment quelque chose d'assez médiocre. Et pour montrer à nos auditeurs que eh ben, les chansonniers, il y a encore quelques années, ce qu'on pouvait, enfin là, ça a quand même plusieurs dizaines d'années, il y avait vraiment, voilà, il y avait une mélodie, il y avait une vraie critique des politiques, enfin, il y avait de la qualité, et c'était toute cette fraîcheur française du chansonnier de cabaret qui n'a plus rien à voir avec des ados qui nous parlent de leur pseudo-histoire d'amour et de drogue. Enfin bon, voilà, ça n'a rien à voir, quoi. C'était pas les mêmes problèmes, on va dire. Voilà. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup pour ce choix. On va écouter la musique tout de suite et on se retrouve juste après. À tout de suite. Il y a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Répertoire, montez. Il y a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Vraiment ce qu'on a de la peine en France. Il y a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Nous sommes bien tranquilles pour notre argent. Soyez donc pour les congrégations, ceux qui ont fait la liquidation, ils n'ont volé que 10 petits millions. Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement. Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement. Ah, vraiment ce qu'on a de la peine en France. Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement. Aussi le travailleur est très content. Voyez donc les retraites qu'on vient de voter. 6 sous par jour, quelle fraternité. Et 5000 pour les anciens députés. Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement. Il y a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Ah, vraiment ce qu'on a de la peine en France. Il y a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Ici tout se fait très loyalement. Voyez donc pour les élections, jamais de vol, jamais de corruption. Il n'y a que les urnes qui sont à double fond. Il y a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Il y a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Ah, vraiment ce qu'on a de la veine en France. Il y a que des honnêtes gens dans le gouvernement. C'est un vrai bonheur pour les indigents. Voyez donc pour les inondations ce que l'État a reçu de millions. Mais on oublie faire la distribution. Il y a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Il y a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Ah, vraiment ce qu'on a de la peine en France. Il y a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Aussi les agents suivent le mouvement. Ils ont tellement l'idée de l'honneur qu'ils ne veulent pas toucher un voleur. Mais le 1er mai assomme les travailleurs. Il y a que des honnêtes gens dans le gouvernement.
Salut à tous, nous revoilà donc suite à une courte pause musicale. J'espère que cette musique donc choisie par Romain vous aura plu. On va enchaîner donc évidemment toujours dans le cœur du sujet donc sur le journal d'Anne France. Tout à l'heure, Caragal, tu l'as bien souligné, effectivement, on peut présupposer en fait que Anne France, c'est la France dans le livre. Est-ce que c'était ta volonté initiale ou alors c'était de personnifier comme ça la France à travers le personnage d'une vieille dame un peu réac, on va dire? Oui, enfin, c'était tout à fait. Même si au tout début, c'était pas ça, parce que au tout début, j'étais parti sur l'idée quoi d'un pamphlet, hein, enfin, réellement, et donc c'était une dame qui voilà parlait plus de son quotidien et tout, à force d'écrire un peu, je voyais que ça correspondait pas parce qu'il y avait une forme de violence ou de virulence dans mon propos, et que dans la bouche d'une vieille dame, bon bah c'était pas tellement voilà quoi, ça le faisait pas. Et puis ça faisait trop chronique et donc quand j'ai commencé finalement dans une vraie narration, je me suis dit ben là à ce moment-là tu vas enfin cette personne-là, ça sera pas qu'un personnage, ça sera vraiment ça sera vraiment quoi la France. Donc c'est venu très vite, hein, mais c'est vrai qu'au départ parce que voilà, je voulais vraiment faire un pamphlet et je me suis dit que finalement, de le faire comme ça, bah, ça pouvait quand même mieux passer que des choses un peu plus abruptes, plus violentes. Surtout qu'en fait, je voulais pas juste faire passer, si tu veux, enfin, des critiques ou des idées, c'est que je voulais vraiment transmettre une vision des choses, une forme de douceur de vivre, d'autres principes moraux. Et donc, par cette narration-là, c'est ce que j'ai pu faire, quoi. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que la critique du monde moderne hein, dans la vie d'Anne France. Bah voilà, on va vivre avec elle en fait ses amours, ses peines, un peu la misère aussi, la mort qui l'entoure, parce que enfin malgré tout, je veux pas vous spoiler le livre, mais elle va connaître quand même un bon nombre de malheurs dans sa vie. Toi, Cariel, comment est-ce que t'as senti, comment est-ce que t'as ressenti en lisant le livre que bah, ça collait à la France? Est-ce que tu t'es reconnu aussi dans cette vision de la France, en fait? Mais en fait, ce que j'ai tout de suite aimé aussi, c'est que Anne France fait partie de ce qu'on appelle le pays réel. Elle est, comme elle dit, elle n'est pas bien née. Donc il y a une petite phrase qui commence où elle dit je suis une femme du peuple et être du peuple, n'en déplaise à la nuée d'experts en expertise qui brouillent notre vision du monde, ça veut toujours dire être pauvre. Être pauvre, c'est être l'ami malgré soi de ces démons du quotidien que sont le froid, la faim et la maladie. Être miséreux, c'est les épouser. Ces démons qui reviennent en meute silencieuse hanter nos chemins et nos rues ont longtemps été de vagues connaissances et de simples fréquentations. À la fin de ma vie, ils ont tous été mes amants, amants possessifs, jaloux et envahissants. Donc rien que ça déjà moi j'aime beaucoup cette idée parce que c'est comment dire, ce pays réel, ce petit peuple silencieux, un peu prolo, c'est celui qui souffre et c'est celui qu'on défend en fait au final. Et je pense que dans le milieu même certains oublient un peu qu'on défend les gens parce que souvent on se plaint oh les gens sont trop cons, c'est des moutons, etc. etc. Mais c'est aussi ces petits gens, ces petits gens de bon sens. Et alors je continue. Après, il y a une phrase que j'adore, mais qui fait mal au cœur, c'est « Je suis de ce peuple qui a disparu ». Alors, c'est une phrase lourde de sens, hein. Je ne sais pas si Romain a quelque chose à rajouter. Bah non, mais en tout cas, oui, si tu veux, pour rebondir sur ce que tu dis, c'était une volonté, parce qu'aujourd'hui, surtout dans le cinéma, dans toutes les productions, si tu veux, les héros qui nous sont proposés comme modèle, c'est toujours, si tu veux, des gens déracinés, du tertiaire, voilà, c'est peut-être un avocat, machin et tout, donc finalement assez éloigné de ce qu'est le peuple, ou alors quand le peuple est mis un peu en avant, entre guillemets, c'est par le gauchisme, et c'est toujours d'une façon que je trouve très malsaine, quasiment, si tu veux, c'est de la zoologie. C'est-à-dire qu'on va montrer, si tu veux, aux riches le prolo de l'usine en te faisant croire qu'on fait un film social. Finalement, c'est plus du divertissement pour bourgeois, pour dire ah bah regardez un peu ces animaux étranges que sont les pauvres, mais on ne fait plus ce qu'on faisait avant tout simplement dans les films que nous on apprend on redécouvre et on aime, que ce soit les films d'Audiard. Un film d'Audiard, un petit patron de PME de province pouvait être un héros d'un film, et ça c'est ce qu'on voit de moins en moins. Et donc Anne France évidemment n'est pas
une prolétaire au sens marxiste du terme. Voilà, c'est juste, elle va travailler dans une petite épicerie et finalement, finalement le corps quand même, encore aujourd'hui, parce qu'effectivement, il se fait génocider de plus en plus, parce qu'il y a énormément de fonctionnaires, d'autres prolétaires, mais il y a quand même un corps de petits entrepreneurs qui bossent 70 heures par jour, qui ont une vie simple et en fait qui font jamais chier personne en fait, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai, moi aussi j'ai trouvé en lisant le livre, effectivement, enfin dès le début, comme tu l'as bien cité, Karial, c'est que Anne France, c'est une femme qui est un peu Madame Tout-le-Monde, elle est accessible, on n'a vraiment pas... enfin même au début du livre, moi j'ai trouvé ça, parce que je suis forcément un peu habituée à lire des romans, parfois à l'eau de rose ou ce genre de choses, et j'ai trouvé le personnage d'Anne France très banal, alors, mais pas dans le sens négatif du terme. Dans le sens où, bah oui, c'est quelqu'un qui vient du peuple, c'est quelqu'un, en fait, qu'on pourrait croiser tous les jours, et puis même le fait, en fait, qu'elle est en train de mourir, en fait, au début du roman, hein, parce que, c'est même écrit sur la 4e de couverture, je vais mourir bientôt, c'est quelque chose, en fait, qui nous rapproche d'elle, dans le sens où on imagine très bien, en fait, la petite vieille qui va mourir, et puis toutes ses pensées, en fait, datent d'une autre époque, quoi, enfin, c'est... Mais c'est très important ce que tu dis, parce que quand tu dis banal, moi ça me va tout à fait, parce que ça correspond vraiment à deux visions de l'art assez antagonistes. C'est-à-dire qu'il y a une vision, moi que je qualifierais de droite et d'assez saine, qui est de sublimer justement le quotidien. Parce qu'effectivement, la vie, même de couple, avoir des enfants, des fois, quoi, c'est routinier, des fois c'est difficile, mais sauf que c'est ça la vie et c'est ça qui est beau. Oui, c'est vrai. Et tu vois, quoi, les vrais artistes sont là pour sublimer quoi, ces moments, pour te montrer qu'une famille, ça peut être beau malgré les difficultés, alors qu'il va y avoir un art, entre guillemets, plus de gauche, qui lui, si tu veux, va être dans le rejet par cynisme de ça, genre une famille, c'est chiant, c'est machin et tout, et finalement va être dans tu vois, à essayer de trouver, au lieu d'essayer de trouver un peu de beauté quoi, dans le quotidien, ils vont essayer de trouver dans l'exotisme et dans la marge, tu vois. Oui, Donc oui, c'est ça va vrai, être tout à fait. et donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, tu vois. Je veux dire, voilà, dans une famille, si t'as pas un fils qui est un homme et qui se prend pour une femme et qui finalement aime, qui fréquente quoi, les backrooms, etc. Ou s'il ne rencontre pas un Africain qui vient de débarquer, enfin tu vois, il faut que ça soit exotique, il faut que ça et donc finalement, c'est ça qui est profondément laid, si tu veux, dans cet art-là, c'est que finalement, que non seulement ça détruit les structures naturelles, mais qu'en plus ça glorifie un peu soit le vice, soit la marge, soit l'étranger pour l'étranger, en fait, tu vois. Donc moi, c'est tout à fait ce que j'ai voulu remettre un peu, si tu veux, au goût du jour, c'est que non, il y a du beau même dans une forme de morosité, dans une forme de, comment dire, dans le quotidien, dans la répétition. Non, quoi. Si on veut bien vivre les choses avec un peu de poésie puis d'intensité, ce que font quand même que les gens, c'est quand même beau et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher je ne sais quoi pour faire de la littérature ou de l'art, quoi, tu vois. J'aime bien aussi, c'est effectivement, comme tu le soulignes, c'est vraiment moi, enfin, j'appelle ça des petites gens en fait, hein, sans mépris aucun, au contraire. Et tu soulignes plusieurs fois, alors ce peuple jadis fier de ses valeurs traditionnelles, de ses goûts simples et de sa sensibilité brute, ce peuple composé de petites gens qui voyaient de la noblesse dans la pudeur et la discrétion. J'aimerais bien tout lire, mais bon, ça va pas le faire. Bref, je suis de ce peuple qui avait l'orgueil de la modestie et pour qui toute manifestation ostensible de luxe était quelque chose de profondément immoral, laid et vulgaire. Ça souligne bien encore ce côté petite gens et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, c'est encore une critique un peu du matérialisme, de la jouissance individuelle moderne et j'ai bien aimé ce passage-là aussi. Oui, puis alors, sans vouloir, c'est très juste, mais sans vouloir quoi, fantasmer voilà, un peuple français qui n'aurait jamais existé, ce que je veux souligner par là, c'est que en fait, c'est une question de mentalité. C'est-à-dire qu'au-delà du matérialisme qui serait plus lié à une forme d'économie capitaliste ou de consommation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une mentalité orientale, pour pas dire plus, qui s'est imposée aux gens. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les gens, au-delà de savoir si c'était socialiste ou de droite, c'était le français est quelqu'un d'extrêmement pudique originellement, et que c'est vrai que c'est très douloureux pour moi de voir par l'éducation nationale, par le rap, par la télévision, voir ce peuple qui n'était pas du tout comme d'autres peuples orientaux, être dans le bling-bling, dans l'exposition de soi, le devenir
Et d'ailleurs, on le voit très bien dans les archives de l'INAP, par exemple, ne serait-ce que dans les années 60, quand tu avais des gens qui faisaient enfin, une télévision qui faisait un micro-trottoir, le français de base, il avait plutôt tendance, tu sais, à dégager du champ, tu vois. C'est-à-dire qu'il avait un peu peur de la caméra, et quand la caméra arrivait, on sentait que quel que soit son âge, il avait une timidité, si tu veux, voilà, au-delà du fait qu'il Oui, parlait oui, c'est vrai. encore très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu constates? Au-delà des, parce que là c'est toutes les races malheureusement, et même le français de souche, et ben il va chercher tu sais, il va chercher l'exposition, tu vois, une forme de prostitution. Et ça, Oui, oui, il y a une forme de voilà, spectacle constant en fait c'est ça, dans. mais qui a à voir qui a à voir à une certaine à des mœurs qui ont changé, même à des principes moraux. C'est-à-dire que voilà, le français il l'est encore un peu, mais par la perversion de la propagande et tout, il est de moins en moins pudique et il est de plus en plus stupide, quoi, malheureusement. Oui, malheureusement, c'est vrai. Mais effectivement, avec ces valeurs qui sont écrites ici, les valeurs de pudeur, de modestie, d'humilité, etc. Je trouve ça intéressant parce que comme on est dans une époque où on a un président et un ex-président qui nous disent que la France c'est qu'une idée ou que la culture française n'existe pas, et qu'on a même certains régionalistes un petit peu extrêmes, enfin qui sont anti-français parce que régionalistes, et qui nous sortent que la France n'existe pas, que c'est qu'une construction jacobine, etc. À force, on pourrait avoir tendance à croire que c'est vrai en fait, qu'on n'a jamais existé, qu'on n'est qu'une construction politique. Or, je pense que ces valeurs véhiculées par Anne France et qui sont écrites dans le journal, en fait, n'importe quel Français enraciné, qu'il soit du Nord, de l'Est, de l'Ouest, peut s'y retrouver. Oui, je pense que grâce à Internet, justement, que pour le coup, des fois le diable porte pierre, on arrive à rencontrer des gens comme ça. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens, enfin, les gens qui pensent un peu comme nous peuvent être isolés. Moi, je sais que ma dernière rencontre en date, qui date déjà d'il y a 1 an ou 2, c'est quand j'ai rencontré Christophe, justement, enfin, le chanteur breton que vous connaissez. Et en fait, nous, on peut accrocher tout de suite parce que finalement, voilà, c'est des gens un peu à l'ancienne qui sont très hospitaliers, qui sont très réservés, qui sont pudiques, etc. Et ça manque tellement dans la place publique que effectivement, bah, quand même, par ce réseautage, par ce communautarisme, on arrive à voir que ça soit en Bretagne, dans le Nord, dans le Sud, bah, et le français, malgré tout, il existe encore un peu, quoi. Quelque Oui. chose a survécu. Oui, Voilà. c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit sur, enfin, ça rapproche encore une fois le fait que Anne France, c'est vraiment la personnification de la France dans sa simplicité, dans enfin, dans le fait que, je veux dire, c'est la France en brutale. C'est ça. Voilà, il n'y a pas de complexification, il n'y a pas une surexposition où c'est vraiment de la timidité, de la simplicité, comme je le disais tout à l'heure, un peu de la banalité. Et ça, c'est vrai que ça nous rapproche de l'idée qu'on se fait de la France, et puis ça la réalise, ça la concrétise, on va dire. Alors, justement, j'enchaîne sur le personnage d'Anne France. Forcément, il est au centre du roman. Donc, c'est écrit d'ailleurs en dernière page, enfin en 4e de couverture. Je m'appelle Anne France, Marie-Geneviève Jeanne Razavette. Est-ce que, Romain, tu peux nous expliquer pourquoi, du coup, tu as choisi ces prénoms qui, je suppose, ne sont pas anodins? Non, bah déjà parce que c'est une tradition très, très catholique, hein. C'est quand tu es baptisé. Alors après, ça va dépendre des traditions de chaque région. Moi, je sais que par exemple, mes 3 noms, c'est mon parrain, ma marraine, et puis un arrière-grand-père, quoi. Alors après, il y en a qui font différemment. Donc déjà, ça correspond à une tradition française. Et puis bon, bah oui, Marie, bon, bah, c'est la Vierge, hein, je veux dire, voilà, je pense que c'est clair. Geneviève, il me semble que c'est la protectrice de Paris. Et Jeanne, bon, bah, Tout c'est à Jeanne fait. d'Arc, hein, tu vois, donc voilà. Et concernant le nom de famille Razavette, du coup, moi, il m'a semblé bien mystérieux. J'ai essayé de me demander s'il n'y avait pas une contrepétrie ou Non, alors pour le quelque coup, chose. il y a pas vraiment de mystère. Pour vraiment vous livrer enfin, le pourquoi de ce nom, c'est que j'ai un oncle très très original, en fait, voilà, ce qui est vraiment issu de la. Parce que moi, mon grand-père était assez un bourgeois, mon père moins, et lui, c'était vraiment un peu l'enfant gauchiste, voilà, de jouisseur, et donc il est très original. Bref, il a voulu à tout prix, à un moment donné de sa vie, se trouver des origines juives. Et quand il avait trouvé, et quand il a trouvé ce nom-là, il était persuadé que Razavette c'était juif. En fait, il se trouve que c'était plus breton.
Donc voilà, moi au niveau du choix, j'ai bien aimé ce nom et surtout je me suis dit bon bah c'est un peu si tu veux voilà, c'est un peu cette ambiguïté-là, on ne sait pas si finalement c'est breton, c'est juif, pas juif, enfin voilà, c'était pour jouer un peu ça, mais ça n'a pas tellement d'importance en fait. C'est plus il fallait que je trouve un nom et ça arrivait à ce moment-là donc j'avais trouvé ça drôle, voilà quoi. Ensuite, quand elle se présente, il y a aussi, d'ailleurs tu en as un peu parlé là, il y a tout l'aspect religieux aussi catholique enraciné. Dès la page de présentation, elle résume ça en une phrase que j'aime beaucoup et je trouve que c'est ce qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui. C'est quant à Dieu, qu'on y croyait ou qu'on n'y croyait pas, personne n'avait envie de le contrarier. On pouvait entendre les plus incrédules, il n'existe sûrement pas, mais sait-on jamais. Ce n'est pas Dieu qui est mort, c'est le sait-on jamais qui a disparu. Et pour moi, je trouvais que c'était une phrase qui m'a vraiment frappé, notamment quand on voit le spectacle qui se fait des fois sur le net entre les gens qui s'empoignent. Et, comment, quel est ton point de vue? Comment t'as pensé à ça en fait? C'est le sait-on jamais qui a disparu. Alors ouais, non, c'est sur la phrase précise, je sais pas, c'était le ressenti que j'avais, quoi. C'est-à-dire que dans différentes lectures ou dans différentes choses que j'avais vues sur un point de vue historique ou sociologique, j'avais vu qu'il y avait des gens qui pouvaient très bien se déclarer limite athées, mais tu sentais qu'il y avait toujours tu vois, une forme de réserve quand même, quoi, tu vois. Et ce qui structurait quand même les rapports sociaux et moraux entre les gens. Et c'était plus une intuition, tu vois, que j'ai eue et par rapport à aujourd'hui où je voyais qu'il y a des gens qui clairement, ouais, le sait-on jamais, avait vraiment quoi, disparu, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ils menaient une vie sans, sans souci religieux, tu vois, vraiment. Enfin, c'était ça, quoi. Oui, puis il y a vraiment, en général, chez ces gens-là qui ont complètement zappé le sait-on jamais, je trouve, c'est vraiment des gens qui sont dans le temporel pur et dans la jouissance. Et bon, tant pis si la planète explose demain, je serai plus là de toute façon, quoi. Ouais, voilà, il y a vraiment ça, quoi. Après, sur le, comment dire, sur le personnage d'Anne France elle-même, bon bah ça m'a été imposé si tu veux le parti pris que j'avais pris justement parce que bon bah qu'on soit catholique ou pas, le catholicisme et la France, bon voilà, c'est une histoire quand même qui est très liée. Donc même si moi je suis issu un peu, enfin mes parents sont catholiques mais très peu pratiquants, j'étais pas spécialement moi-même. Il faut pas penser que voilà j'étais une grenouille de bénitier, etc. Même si moi, pour moi, l'Église catholique, c'est un peu la religion de ma nation, en fait, si tu veux, comme les anciens dieux grecs. Bon, bah eux, c'était Apollon, bah moi, c'est Marie, c'est Jésus. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vis, parce que j'ai pas une foi, si tu veux, très, très vivante. Mais vu qu'elle, elle incarnait la France, bah voilà, c'est quelqu'un de très pieux. Mais en plus de très pieux, tu sais, à la façon des Léon Blois, enfin des gens comme ça qui étaient révoltés dans le sens où elle a une foi très profonde, mais elle a comment dire, elle a un respect et une adhésion pour l'Église qui est assez relative tout de même, quoi, tu vois. Je suis d'accord avec Caragal, c'était bien dit en fait la façon dont tu l'as exposé dans le livre. C'est vrai que même en le disant, on peut, enfin, sauf si je me trompe, et moi je me dis pas que Anne France, elle est, enfin oui, ça se voit qu'elle croit vraiment du plus profond de son cœur, mais je me dis pas qu'elle est comme, enfin, elle représente pas en fait l'image qu'on se fait de la catholique un peu banale en fait, enfin comment dire, ordinaire qui va à la messe tous les dimanches, qui est bien dans les bottes et tout ça. Elle va plutôt vraiment se recueillir en honnêteté, en simplicité devant une statue, dans l'église, et du coup ça c'est assez Oui, c'est assez prenant. c'est ce que je voulais souligner, c'est ce qu'on appelle un peu la foi du charbonnier, c'est-à-dire que c'est pas une foi qui est cultivée ou théologique, mais en fait c'était la foi de tous les Français. C'est pas cette foi non plus bourgeoise, insupportable, où c'est juste parce que certains bourgeois ont peur de perdre leur capital et ont peur de mourir. Alors c'est des crapules toute la semaine, et puis le dimanche ça vient faire des pirouettes, tu vois, c'est ça, je déteste ça. Moi c'est ce Oui, qui oui, c'est une m'a. forme d'hypocrisie, quoi. Oui, voilà, non, mais c'est les pharisiens, les machins, c'est ce qu'on dit, voilà les. Et moi, c'est vrai qu'un temps, c'est ce qui m'avait, parce que j'avais fait le catéchisme étant plus jeune, moi, c'est ce qui m'avait vraiment fait détester la religion en règle générale, parce que j'avais fréquenté ces gens-là. Donc c'était, bon, c'est ce que j'étais jeune, je pensais, toi, je faisais une généralisation peut-être trop hâtive, mais c'est vrai que j'avais d'abord rencontré ces gens-là, et moi, vu que j'étais plus passionné par la vérité et par la morale
que par le respect d'un dogme ou de certaines, tu vois, comment dire, de ces singeries, si tu veux, bourgeoises. C'est ce qui Mm. m'avait éloigné un temps. Et elle est un peu comme ça, elle est moins virulente que moi, mais c'est sûr qu'elle elle ne participe pas à toute cette mascarade. C'est juste qu'elle est, voilà, c'est ce que je disais, que la foi du charbonnier, finalement assez simple. Il y a un Dieu, ce Dieu est bon, il veut des choses pour nous qui peuvent paraître des fois dures, mais c'est pour notre bien, et puis finalement ça s'arrête là, tu vois. Oui, d'accord, je vois. Et c'est vrai que d'ailleurs, ce que tu viens de dire, Anne-France le dit à la fin de cette présentation, là où pareil, elle dit qu'elle est une obsédée de la vérité et qu'elle déteste rien de plus que le pharisien, le faux dévot. Et d'ailleurs, dans le livre un peu plus loin, il y a un passage très joli entre Anne-France et un abbé, en fait. Ouais, je crois que c'est Confession d'un prêtre, ce passage-là. Avant de parler, si jamais on va parler de ce petit passage, justement je crois que dans le livre, pour résumer ce que je viens de dire, elle disait qu'elle détestait au plus haut point justement ces fameux pharisiens, enfin ceux qui prétendent être catholiques alors que c'est des crapules avec leur famille, leurs employés, etc. Et elle disait que finalement elle est détestée au plus haut point, mais elle est détestée même plus que même des sataniques, des francs-maçons, des juifs, tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, eux, ils l'avaient éloigné de Dieu. Alors que ce qu'elle disait, c'est que quand tu rencontres le néant ou des francs-maçons, etc., peuvent te faire revenir à Dieu, si tu veux, vers le bien, la vérité, mais que eux, en travestissant, si tu veux, Mm. le message, faisaient fuir le bien, tu vois. Donc c'était ça vraiment que je voulais exprimer. Mais ça, c'était un petit contentieux personnel, mais de toute façon, c'est un contentieux qui est éternel. C'est qu'à partir du moment où il y a effectivement une foi, mais qu'il y aura une structure qu'on appelle Église pour porter cette foi, cette structure étant humaine, comment dirais-je, elle est régie par des lois purement humaines. C'est-à-dire que le Vatican, effectivement, n'est pas un camp de prêtres en slip, si tu veux, qui professent de jeter son argent par les fenêtres. Ça reste quand même un État hautement bourgeois, si tu veux. Donc voilà. Mais ça, c'est atemporel, et ça a été une révolte des cœurs qui étaient toujours un peu purs et qui effectivement ne comprenaient pas qu'on pouvait lire qu'un évangile et puis après lever la tête et voir un prêtre qui roulait dans une Mercedes, si tu veux. C'était un truc un peu incompréhensible. Oui, je vois, ouais. Non, mais c'est vrai qu'en plus, même récemment sur les réseaux sociaux, enfin récemment ces dernières années, sur les réseaux sociaux, on a vu complètement ça avec des gens, plus souvent des convertis de la dernière heure, ils ont le droit de se convertir tardivement, mais qui du coup veulent en faire plus que les autres et font fuir les autres parce qu'ils sont en mode, un pal pour les infâmes, d'être Ouais, pour tout le ça monde. c'est toujours les nouveaux convertis, que ce soit en religion ou en politique, c'est toujours les plus sanguinaires. Et d'ailleurs, vous en allez apercevoir, si jamais on vit ça un jour, sur un point de vue politique, par exemple, vous qui passez pour des horribles nazis depuis des années, bah, si un jour le peuple français se réveille, ton voisin gauchiste, tu vois, qui te parlait sans arrêt des droits de l'homme, lui, si tu veux, ça sera celui qui voudra en tuer le plus, en fait, si tu veux, tu vois. Donc, malheureusement, c'est Oui, je toujours, vois l'idée, ouais. oui, c'est toujours la même logique. C'est que le mec qui vient de se réveiller la veille, voilà, il est toujours beaucoup plus violent et virulent que les autres, en fait, quoi. Et du coup, tu as un peu parlé de ce que tu pensais du Vatican et de l'Église officielle. Quel est ton avis, rapidement si tu veux le dire, sur la position du Vatican actuellement, notamment vis-à-vis de l'immigration et de l'islam? Bah ouais, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas ne pas en parler, quoi, parce que après, il y a des positions extrêmes, quoi. Mais il est clair que juste pour être raisonnable, moi, j'ai pas une culture théologique sur la question, parce que tu sais que c'est des débats théologiques, voilà, les mecs, ils ont écrit sur Vatican II et tout. Moi, je fais juste remarquer que récemment, par exemple, j'ai lu le catéchisme catholique, hein, de Saint Pie X, donc classique. Et ce que je remarque, c'est que l'amour de l'autre, qui pourrait aller à la limite se transformer en accueil des migrants, pourquoi pas, n'est pas plus important, par exemple, que la défense de l'ouvrier, tu vois. C'est-à-dire que Mm. dans le catholicisme, il y a vraiment, c'est-à-dire que le patron qui lèse l'ouvrier, il va en enfer, si tu veux, tu vois. Donc, ce que je trouve bizarre, c'est que si, à la limite, effectivement, l'Église catholique, elle est censée, si tu veux, toujours défendre que l'opprimé, défendre le plus faible. Donc, mettons que l'immigré soit considéré comme ça. À la limite qu'elle s'en occupe, pourquoi pas, ça correspond un peu à sa matrice idéologique, mais bizarrement, on l'entend pas sur les autres sujets, tu vois. C'est-à-dire qu'on voit réellement qu'aujourd'hui, il y a une volonté, si tu veux, claire, affichée de ce pape et de cette église, de n'en faire que pour les immigrés. Et en plus,
Et en plus, alors ça c'est plus question de la doctrine, normalement, toutes les religions du monde, enfin, les religions en tout cas que nous on connaît, après les animistes et tout, je sais pas, mais globalement, elles pensent détenir que la vérité. Et il y a un relativisme qui est insupportable chez les catholiques, c'est qu'en gros, ils en viennent même à dire pour certains, quand il y a un musulman qui vient vers eux pour se convertir, ils avaient à leur dire, mais pourquoi tu restes pas musulman? C'est une grande et belle religion, tu vois. Enfin, tu vois un peu où on en est. Donc, effectivement, je trouve ça un peu alarmant pour l'état de l'Église et surtout pour les gens qui la suivent, quoi. Alors si je peux me permettre juste d'apporter un peu mon grain de sel, on va dire, je suis totalement d'accord avec toi sur le relativisme de l'Église. C'est vrai que normalement, enfin Jésus, il est venu en disant je suis la vérité, donc il n'y a pas trop d'autres possibilités envisageables, quoi. Mais par contre, effectivement, sur le sujet des migrants, je peux comprendre ton point de vue de dire bah oui, c'est un sujet, enfin on va dire aider son prochain, c'est un sujet comme un autre normalement pour la foi catholique. Et moi, je me pose juste une question, j'ai pas forcément la réponse, hein, mais est-ce que aussi c'est pas nous qui faisons un peu de la, comment dire, enfin on devient un peu monomaniaque en fait là-dessus en se disant bah ils communiquent que là-dessus, alors qu'en fait bah peut-être que ils communiquent aussi sur d'autres sujets. Enfin, je pense aussi, par exemple, aux sujets comme l'avortement ou ces choses-là, où pour le coup, sans vouloir forcément défendre à coûte que coûte Vatican II, ils se positionnent aussi, en fait, bah voilà, dans notre sens, quoi. Après, je suis d'accord sur les migrants, c'est un discours. Il fait quand même, évidemment que l'avortement, c'est encore heureux, enfin, disons pour eux, hein, parce que le jour où il laisse ça, Ah bah bon, oui, voilà, c'est là, sûr. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, non, je pense, effectivement, moi je ne suis pas toutes les activités du pape 24/24, mais je veux dire, il fait du zèle. Il fait du zèle, c'est-à-dire que quand il se pose Oui, je vois ce que en tu veux dire. photo et tout, il le fait pas pour d'autres choses. C'est-à-dire que bizarrement, le pape, il intervient, il s'est pris en photo pour la question de l'immigration, et pour sur toute autre question, moins. Alors qu'en plus, aujourd'hui, c'est vraiment un drame enfin, de tous les côtés. Donc, moi, je trouve ça assez irresponsable. Et on le voit de toute façon dans toutes les paroisses et tout. Moi, je me rappelle, il y a encore des années, j'étais dans un micro-bled de Bourgogne et c'était la messe de Noël. Et on nous parlait encore de 3 migrants, etc. Enfin, tu vois, il y a une sorte d'obsession, quoi, quand même, hein. Oui, mais enfin ça pour le coup, je trouve que c'est une obsession qui est quand même assez généralisée. Enfin, c'est pas seulement dans l'Église catholique, je pense que c'est partout. Enfin, Ah oui, les médias et tout ça, ils en font des tonnes à chaque fois là-dessus, quoi. c'est sûr. Je propose de continuer sur l'introduction. Ouais. Donc alors, dans le faux préface, entre guillemets, décrivant la façon dont le journal a été retrouvé, l'homme qui a imprimé le journal écrit d'y être touché à la fois par le contenu et à la fois par la forme. La beauté de l'écriture d'Anne France, la beauté et la pureté de son âme. Je suis resté près de 4 heures pendu aux lèvres de cette vieille dame qui racontait son histoire bouleversante. Ou encore, écriture exigeante et imagée qui surpasse de très loin celle de n'importe quel scribouillard au service de la décadence qui usurpe si facilement de nos jours le titre d'écrivain. Alors sur le moment, je me suis dit, bon, ça va les chevilles, l'auteur s'autocongratule avant même que l'histoire débute, il y a intérêt à ce que ça tienne la route par la suite. Je me suis fait la même remarque. Et force est de constater qu'effectivement, je n'ai rien eu à redire, au contraire, et que j'ai vraiment été happé par le ton et la facilité de lecture du roman. Alors après, j'ai une petite question aussi, c'est que alors, dans l'avant-propos écrit par le nécromancier, alors déjà je voudrais savoir pourquoi l'avant-propos est signé le nécromancier, alors que la conclusion est signée de tes initiales. Oui, parce qu'en fait, c'est un jeu de mots, c'est-à-dire que le nécromancier, on entend romancier dedans, et nécromancier, c'est un peu un néologisme, c'est moi qui l'ai inventé, ça veut dire un peu celui qui fait parler les morts, quoi. Donc, bah moi, je fais un peu parler les morts, parce que finalement, ok, Anne France n'a pas existé, mais en fait, il y a des millions d'Anne France qui ont existé, donc en fait, c'est une fiction qui n'a que l'apparence de la fiction, parce que tout ce qui est écrit dedans, en fait, a pu être vécu par des millions de personnes, donc voilà. Tout à fait, on peut tous, plus ou moins tous retrouver une grand-mère ou une grande-tante ou quelqu'un de la famille qui a vécu plus ou moins les mêmes choses. Voilà, moi je sais que depuis, parce que bon, mon livre, j'ai peut-être même des milliers de lecteurs maintenant, pas forcément en livres vendus, mais en lecteurs, quoi, des milliers. J'ai eu des messages, des très longs messages, où le gars me disait, mais attends, j'ai l'impression que tu parlais de ma grand-mère, tu vois, mais vraiment, tu vois, c'est-à-dire même dans la localisation, etc. Donc voilà, tu vois, à tel point que ça se rapproche quand même du réel, c'est que j'ai
j'ai des personnes qui viennent me dire que ils ont limite eu peur, tu vois, en fait, en lisant le truc. Ils disaient, mais putain, mais attends, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils parlent de ma mamie, tu vois. Donc, Ouais, c'est vraiment proche de ce que, enfin oui, comme tu dis, Cargal, tout le monde connaît quelqu'un en fait qui ressemble au personnage d'Anne France, et puis c'est une combinaison aussi de parfois de plusieurs personnes qu'on peut connaître. Je reviens juste sur l'introduction, parce qu'effectivement moi aussi, quand j'ai lu l'introduction, t'es assez, on va dire, élogieux sur le reste du livre, et c'est assez surprenant. Pourquoi ce parti pris? Est-ce que t'as pas, enfin, est-ce que quand tu l'as écrit, tu t'es pas un peu mis la pression à toi-même en te disant, bah, il faut pas que je me loupe, quoi? non, non, il y a deux raisons à ça. Et la première, c'est mon côté un peu taquin. Voilà. C'est que je vais me dire, bah voilà, je pense que c'est par rapport à toute la médiocrité ambiante, je pense que mon écriture est assez valable. Et après, ça, c'est la première raison qui est la moins importante. Mais la seconde, c'était pour souligner quand même, parce que moi, je connais des gens. Enfin, il y a des gens qui écrivent très bien, mais qui ne se prétendent pas écrivains. Il y a des gens qui dessinent et qui ne sont pas forcément des grands peintres, mais ils dessinent bien. Et ça, à la limite, c'était pas choquant, si tu veux, quand tu avais des patrons, tu vois. C'est-à-dire que quand on te disait, bon, bah, c'est Baudelaire, la référence, ok, mais sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, le commun des mortels écrit limite mieux que le prix Goncourt, si tu veux. Donc, c'est ça qui pose un peu question. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire, si tu veux, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se gargarisent artistes, mais ils se rendent pas compte à quel point ils sont nuls à chier, en fait, quoi, tu vois. Donc, c'est ça, quoi. C'est qu'effectivement, je pense une correspondance entre deux amoureux d'il y a 40 ans, bah, en termes littéraires, c'était beaucoup plus important et plus profond. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour les gens qui veulent s'y intéresser. Lisez des lettres de Poilu, des mecs qui étaient en 14-18 sur le front, au-delà du côté déchirant de la situation. Lisez les lettres. Vous voyez à quel point ces gars qui étaient souvent certains paysans, d'autres ouvriers, regardez comment ils écrivaient, quoi. Voilà, c'était touchant, quoi. Effectivement, quand tu parlais, je pensais effectivement aux lettres de Poilu, et puis, enfin, ils ont, comme tu dis, c'est des paysans, des petites gens, et ils ont aussi un sens de l'honneur et du panache qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, donc c'était juste pour ça, t'as un petit clin d'œil, quoi. Personnellement, alors effectivement au début ça m'a surpris. Après, à la lecture du livre, alors non seulement je l'ai un peu oublié, on va dire au fur et à mesure, parce que j'étais prise par le roman, mais aussi même avec du recul, en fait, bah, j'ai trouvé que effectivement il y avait une part de vérité parce que c'est vraiment très bien écrit. Et puis au-delà de ça, il y a tout le travail, on va dire, de forme avec forcément, bah voilà, les poèmes qui viennent un peu entrecouper tout ça, le style, bah voilà, je veux dire, c'est des lettres qu'elle nous écrit, mais bon, elle utilise quand même un ton à la fois familier, mais aussi travaillé, quoi. Je veux dire, il y a un vrai, enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il y avait de la vraie structure dans le roman, quoi. Bah, Léonard de Vinci disait que la sophistication suprême, c'était la simplicité, tu vois, parce que c'est très dur d'être simple sans paraître, si tu veux, mauvais, en fait, quoi. C'est-à-dire que là, il faut être simple, il faut être compréhensible. Mais après, dans l'écriture, il y a la forme, mais aussi qu'il y a les images employées, il y a aussi ce qui est dit, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui est dramatique dans la littérature actuelle, c'est que les gens ne ressentent plus. T'as que au-delà d'une forme d'amour, au-delà d'une forme de haine, si tu veux, comment dire, la réserve de sentiments exprimés, elle est assez faible. Alors que quand tu lis justement encore des romans d'il y a encore quelques temps, tu voyais que les gens, ils avaient une vie intérieure, tu vois, qui est de plus en plus vide, quoi. Rapidement, en fait, quelque chose qui m'a fait tiquer un peu dans cette introduction du nécromancier, c'est que je trouvais justement qu'il y avait une espèce d'ambiance, une atmosphère un peu fantastique à la manière de la vieille littérature. Enfin, moi, ça m'a fait penser aux contes normands et parisiens ou à Orlan Maupassant. Et je sais pas si ça a été voulu de ta part de mettre dans toute l'introduction une espèce d'ambiance fantastique et mystérieuse comme ça. Alors, l'ambiance, très précisément, là, oui, dans le sens où, parce que je me suis rappelé, quand j'étais jeune, j'habitais un appartement, et les greniers, pour moi, étaient toujours quelque chose d'assez, tu vois, fantastique, justement, tu vois. Alors que quand tu es adulte, bon, bah voilà, c'est un grenier, mais quand tu es gosse, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez dingue. Et j'ai voulu essayer vu qu'elle habitait cette soupente-là, d'essayer de retranscrire cette atmosphère-là. Donc ça, oui, c'était voulu. Après, j'ai eu beaucoup de lecteurs qui m'ont dit un peu enfin, cette même chose, mais sur tout le roman. Et au départ, c'était pas voulu parce que
En fait, c'est juste que j'emploie beaucoup, ça c'est mon côté effectivement issu de la poésie, c'est que j'essaye d'employer beaucoup soit de métaphores, soit de comparaisons. Donc finalement, mon écriture est très imagée. Et alors qu'elle veut parler du réel, tu vois, du réel assez voilà froid, et ben ça devient quelque chose d'assez fantastique parce que finalement, par le jeu des métaphores, etc., le lecteur a beaucoup de formes, d'images et voyages. Et c'est vrai que ça, c'était pas voulu au départ, mais que apparemment bah, les gens, quand ils lisent ma prose, eh ben, elle n'est pas aussi réaliste que ça. Il y a un côté un peu, justement, quoi, fantaisiste que je m'ignorais un peu avant, si tu veux. Bah, merci beaucoup Romain pour ces Je t'en réponses prie. à nos questions, pour cette petite interview. On va faire une deuxième pause donc avec un morceau que tu as également choisi. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, en fait, c'est un morceau de Christophe qui est un ami à toi, du coup j'imagine. Ah oui, bah on est devenus amis assez rapidement et à chaque fois que je peux, je suis pas encore, voilà, je suis pas encore une méga star, donc je peux pas faire de promo comme je voudrais, même d'amis. Mais il se trouve que Christophe a vraiment enfin, c'est très injuste, un peu comme moi, je veux dire, ce qui lui arrive, c'est que finalement, enfin, son album est vraiment très bon. Ce qu'il a fait est très très bon, et disons que l'anonymat encore dans lequel il est assez, enfin, est pas justifié, quoi. Alors effectivement, le pauvre, il est dans un milieu qui est pas évident parce que notre milieu, c'est toujours il est assez défaitiste finalement, Oui, c'est vrai. à pas encourager ce qui se fait de bien, etc. Mais lui, je crois que c'est un peu une première quand même dans la chanson française. C'est que dans notre milieu, il y a beaucoup d'amateurisme, c'est normal, c'est pas un milieu qui a forcément beaucoup d'argent, mais c'est des sons de garage. Ou alors ça va être aussi si tu veux, des groupes de punk rock, etc., un peu caricatural, c'est-à-dire vraiment avec une violence hein, que je condamne pas, mais disons Oui, que à je écouter, c'est vois. pas forcément agréable. Or, bah, Puis c'est pas Christophe, très accessible aussi. c'est pas accessible. Or, Christophe a fait un album qui, tout en étant dans les paroles sans concession du tout, hein, je veux dire, on voit très bien que c'est un gars de droite, quoi. Mais en même temps, c'est un album très grand public. Et surtout, ce qui est très rare, même voilà, quoi, dans la chanson en règle générale, c'est un album qui est bon du début à la fin, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une chanson qui est bien, c'est vraiment un album qui est agréable à écouter et que moi, plus j'ai écouté, plus j'ai apprécié. Donc c'est pour ça que j'ai tenu voilà, à qu'on écoute un peu de Christophe, quoi. Je tenais à dire juste, enfin Christophe, c'est aussi un ami à moi, donc je lui passe le bonjour et puis à sa charmante femme. Et effectivement, ce que tu disais sur son écriture, je trouve qu'elle est vraiment plutôt bien foutue parce que, en général, faire des textes politisés, il y a le risque d'être trop professoral, trop caricatural, comme certains groupes de rack, comme tu citais. Alors que lui, ses textes, il arrivait à parler du quotidien tout en plaçant du politique. Et je trouve qu'il faut avouer que ces textes sont plutôt bien écrits. Et je lui passe le bonjour d'ailleurs. Non, il écrit, c'est un bon chansonnier parce que moi-même qui fais un peu de chansons et tout, d'ailleurs, enfin, moi je vais faire un album qui sortira sûrement en fait à la rentrée et il y aura un duo avec Christophe justement dessus. Et je sais très bien que écrire des chansons, bah, c'est vraiment un art en soi. Moi j'ai un peu de mal, j'arrive mieux à écrire des poèmes ou autre chose. Et écrire une chanson, c'est vraiment un format particulier. Et effectivement, Christophe, il y arrive très bien, quoi. C'est vrai que c'est délicat parce que faut synthétiser en fait quoi. Dans les paroles, faut que ça colle avec le chant, avec la mélodie. Mais c'est pas évident, mais voilà. Donc, en tout cas, tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas, effectivement, soit de les télécharger en MP3 ou soit de l'acheter, j'encourage vraiment à le faire parce que aujourd'hui, effectivement, des gens comme nous, de notre génération, avec nos goûts et nos idées politiques, ils n'ont pas forcément entre guillemets, de produits culturels qui leur correspondent. Or, Christophe, c'est exactement ça, quoi. Bon, et ben en tout cas, on lui fera de la pub dans la description de l'émission avec le lien pour acheter son album. Et puis, j'espère qu'on aura le plaisir aussi, pourquoi pas, de l'interviewer également sur Fréquence Europa prochainement. C'est prévu. Et excellent. Et du coup, je vous laisse. On va écouter cette musique et on revient juste après. Ave à tous. Samedi, j'aime bien m'en prendre une bonne au pinard, à la bière, finir au rhum avec mes vieux potes, Fredo, Francky, avec nous ça dépote, pire qu'en Syrie. Mais ce soir, faudra pas nous la faire à l'envers. Si t'as pas tes 4 grammes, fini, t'es plus mon frère. Je veux voir
jour se lever, finir dans une cuvette. Je serais tellement déchiré, je ferais à côté des toilettes. Mais ma belle, y a des chances que je plaise pas à ta mère, car le gendre idéal, il boit moins de bière. Je te laisse contempler mon regard de braise. On fait pas virer le ballon à coups de lait fraise. Regarde braise, regarde braise. Ce soir je vais battre des records et je vais faire des galettes, un brin hardcore. Il est même pas 10 heures et je suis déjà à bloc. Imagine à minuit, c'est-à-dire dans 15 blocs. Et ce soir je ne veux que de la graine de champion. Roule un pète et même deux, mais passe-moi le tire-bouchon. Je veux boire du blanc, du rouge, jusqu'à m'en rendre malade. Je draguerai des boudins, même de la morue en brodade. À 5 grammes, toutes les meufs sont des canons. Mais le lendemain matin, c'est la foire au thon. Tu sais bien ce qu'on dit, l'alcool rend con. Mais n'empêche que pour toi, ça crée l'occasion. Regarde Braise, regarde Braise. Avec Nico, avec Fanny, avec Fabrice, avec Francky, avec la tech ou du whisky, avec des meufs pas des jolies. Dans un troquet, sur un parking, dans un fest-noz, dans un camping. Eh ben merci Romain et puis merci aussi Christophe forcément pour ce son. On espère du coup forcément pouvoir l'inviter prochainement sur Fréquence Europa. On va reprendre notre petite interview du coup avec Romain Guérin qui est toujours avec nous pour nous parler du journal d'Anne France. Donc dans cette dernière partie, j'aimerais que on va peut-être réaborder quelques thèmes qu'on a déjà abordés précédemment, mais on va plutôt donner nos impressions au fur et à mesure du livre, qu'est-ce que ça nous a inspiré, etc. Donc, Karial, je vais te laisser commencer si ça te va, et puis je vais venir ponctuer aussi, puisque j'ai aussi bien apprécié le livre, donc je vais faire mes remarques aussi au fur et à mesure. Et puis forcément, Romain, si t'as des éléments à ajouter, n'hésite surtout pas. Pas de souci. Alors moi, en fait, on a déjà beaucoup parlé à ce sujet juste avant, mais je dirais tout simplement que j'étais happé, séduit. Et puis en Anne France, j'ai reconnu, comme on disait avant, la petite vieille d'à côté qui a un regard chargé par le vécu et que nous, on ne connaîtra jamais. Quelquefois, on voit des vieux et on sait pas ce qu'ils ont vécu. On a une petite idée, mais ils ont vécu des choses. Enfin, ça se voit dans le visage. Et en quelques pages, je suis tombé raide dingue d'Anne France. Donc, tant le récit est lié charnellement et spirituellement à notre belle terre de France. Au fil de la lecture, j'ai souri dans les moments de bonheur d'écrit. J'ai franchement eu plusieurs fois la larme à l'œil. Et franchement, dans le métro, je me sentais un peu mal parce que je me suis dit, putain, faut pas que je verse ma larme dans le métro pour un fragile, quoi. Et plus le récit avançait, plus ça m'arrivait souvent, car vu que dès le début on sait que l'héroïne est morte et qu'on lit ces derniers moments, on sent que au fur et à mesure que le nombre de pages diminue sous la main droite, on sent qu'on se rapproche du pire et en fait on n'a pas envie qu'elle meure, on a envie qu'elle continue de nous raconter sa vie, ses malheurs. On souffre pour elle, notamment dans toute la période qui est assez intéressante et que j'ai trouvé très bien écrit parce que écrit de façon pudique. Surtout le sujet, c'est la période de la Deuxième Guerre mondiale, de l'occupation et de l'épuration par les communistes et les restants de la dernière heure. Là, ce moment-là, on a trop mal pour elle, la pauvre Anne France, et comment dire, c'est écrit avec beaucoup de pudeur, c'est pas putassier, c'est pas grossier, c'est pas caricatural, c'est pas rempli de clichés comme on a l'habitude d'entendre sur ces sujets-là ou sur le sujet de la guerre d'Algérie qui est abordé plus loin. C'est écrit tout en finesse et de bon sens, et voilà, je crois que j'ai que ça à dire pour l'instant. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi, Karigal. C'est vrai que on est happé un peu par l'histoire d'Anne France. J'ai trouvé ça très émouvant. Alors moi, je l'ai pas lu dans le métro, je l'ai lu chez moi au calme. Mais c'est vrai que j'ai été aussi moi-même surprise par des moments à la fois d'émotion et puis aussi des moments vraiment de rire. Je pense notamment à la petite anecdote sur le cigare et la surprise. Alors je sais pas si c'est une vraie anecdote ou pas, mais
Non, je crois que c'était un oncle assez éloigné, je devais avoir 5 ans, et j'avais retenu ça, je sais pas pourquoi cette anecdote, et je trouvais, et là je l'ai réutilisé là-dedans parce que je trouvais que ça correspond tellement bien à ce que c'était que le socialisme que voilà quoi. Non, non, mais enfin, pour le coup, ça m'a fait, enfin, c'est des petits moments qui sont, où on se retrouve, en fait, à rigoler, devant le livre et, bon, mine de rien, c'est pas devant tous les romans qu'on est aussi, pris par les émotions, on va dire. Oui, alors c'est vrai que moi, quand je l'ai écrit, effectivement, il y avait un but, hein, c'était de, voilà, de faire pleurer les Français sur eux-mêmes, parce qu'ils pleurent trop, mais pas pour les bonnes personnes. Et effectivement, c'est extrêmement compliqué parce que je voulais pas sombrer, effectivement, dans une forme de misérabilisme, etc. Puis c'est, voilà, comme disait Kjargal, c'est putassier et tout. Et je suis assez content parce que des personnes très différentes se sont surpris à pleurer. Enfin, je crois que 9 personnes sur 10 qui ont lu mon livre ont versé une petite larme, même en essayant de la, tu vois, de la repousser. Donc, bah, je suis assez content de ça parce que je sais, moi, qui suis pas un énorme lecteur, mais par rapport aux Français moyens, j'ai quand même lu énormément. Avoir des émotions, que ce soit le rire ou la peine, la tristesse, c'est finalement très rare. C'est très rare qu'un livre suscite des émotions très intenses parce que finalement, c'est très difficile. Et puis, les livres, il y a du divertissement. Des fois, on aime bien ce qu'on lit, mais c'est rare quand même d'être frappé. Donc, je prends ça vraiment comme une réussite, quoi. Et bah, oui, enfin, c'est vrai que même moi, en le lisant, c'est pareil, je trouvais que c'était un livre vraiment, qui sort de l'ordinaire. Moi, à l'inverse de toi, Romain, j'imagine, je suis pas du tout une grande lectrice, donc c'est vrai que bon, quand il s'agit de lire des briques, ça me donne pas forcément envie. Là, je le conseille vraiment à tous nos auditeurs parce que c'est un livre qui est pas très épais. Ça fait, si je me trompe pas, autour de 130, 140 pages Voilà. à peu C'était voulu près. ça aussi, hein. C'était voulu parce que effectivement moi-même, hein, moi j'aime bien lire parce que j'aime bien ce qu'il y a dans le livre, mais je suis un migraineux, tu vois. Donc quand je lis, j'ai mal au crâne, donc je prends pas forcément plaisir à lire, si tu veux. Donc moi-même, si tu veux, quand je vois des pavés qui correspondaient plus, en plus, si tu veux, à une époque où fallait amuser la bourgeoisie qui était pétrie d'ennui. Donc c'était Madame Bovary qui s'ennuyait, donc Oui, fallait c'est qu'elle ça. lise. Aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas de sens de faire des livres de 1000 pages parce que à qui tu t'adresses, tu vois? Personne peut lire C'est ton vrai. putain de bouquin. Donc moi, vu que je veux quand même qu'il soit lu par mon peuple, enfin par les Français, je sais qu'ils n'ont pas le temps. Moi-même, lire, c'est compliqué. Donc ça a été une volonté de ma part. Déjà en plus pour un premier livre, parce que toi tu commences ton premier livre, t'es pas connu, il a 1000 pages, bon bah pour le faire lire aux gens, Bon vas-y quoi. courage. Et surtout que je pense qu'à part finalement quelques génies comme Dostoïevski, la plupart du temps, quoi, c'est de la branlette. À tel point, je crois que le sommet, ça a été Yann Moix, je crois. Il a eu un prix pour ça et tout. Il a écrit un livre, je crois, qui s'appelle même 1000 pages. Je crois que c'est le titre du livre, tu vois. C'est vraiment genre, j'ai un gros zizi et tout. Je veux dire, bien Ouais, c'est sûr, ça. on peut pisser de la page, mais souvent, moi-même, même dans des romans de 200, 300 pages, je me disais, mais en fait, il y a bien 100 pages qui sont pas utiles, même pour la narration, tu vois. Donc, en fait, je suis allé vraiment euh, c'est un livre vraiment qui a un condensé, et je suis allé vraiment droit au but, quoi, tu vois. Donc, Ouais. c'était volontaire, quoi. Tout à fait. Alors en plus du fait qu'il soit court, pour motiver un peu plus nos auditeurs, je tiens à préciser il est aussi très bien rythmé parce que donc c'est des lettres qui sont relativement courtes, donc en fait, enfin même moi ça m'arrivait des fois d'en lire une ou deux en 5-10 minutes, c'est lu quoi. Enfin ça se lit vraiment rapidement. Ça permet enfin c'est moins long que des chapitres en fait si vous voulez, donc ça permet de faire des coupures peut-être plus régulières aussi. Et puis au-delà des lettres, il y a vraiment, enfin il y a des poèmes. On va découvrir la lettre de quelqu'un d'autre que qu'Anne France aussi dans le livre. On va découvrir aussi un carnet. Il y a des retours aussi un peu dans le temps. Enfin il y a des bonds dans le temps qui varient. Et ça j'ai trouvé ça assez rythmé en fait du coup pour le roman. Non, ça c'est quelque chose en tant que lecteur, quoi, j'aime beaucoup parce que justement et ça c'était volontaire, c'est-à-dire que cette multiplicité des formes rend effectivement la lecture plus rythmée, plus agréable. Parce que, Tout comme à tu fait. dis, des fois, ben voilà, il va y avoir
après ça va être un dialogue, d'un coup c'est une lettre que voilà son fils lui a envoyée, après il y a plus bon bah elle qui raconte son histoire ou son quotidien, et finalement moi je sais que en termes, alors il y en a, tout le monde n'aime pas parce que tu vois il y en a qui aiment bien dire ah bah un roman c'est un roman, tu vois, alors machin, et que moi j'essaye même des fois, bah voilà, tu vas avoir un petit paragraphe qui va être plus un paragraphe de réflexion, tu vois, Mm, mm. que de narration. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Il y en a que ça perturbe, d'autres, bah, un peu comme toi, et j'en suis ravi, qui aiment justement parce que voilà, ça, tu t'ennuies pas, il y a une diversité de formes, et ça, moi, je pense que ça fait une lecture justement assez agréable, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, comme l'a dit Cargal aussi, au-delà de la diversité de formes, il y a aussi une diversité de sujets. Il y a beaucoup de réflexions sur la guerre, la France. Il y a aussi des réflexions sur la modernité et sur l'amour. Et en fait, à chaque fois, je trouve que les différents sujets ont été écrits avec beaucoup de subtilité. Et puis vraiment une empreinte en fait assez unique. Enfin moi c'est rare que j'ai lu, que ce soit des articles ou des bouquins sur ces sujets écrits de cette façon-là, enfin avec cette approche-là. C'est une approche qui est assez unique et j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que d'ailleurs, j'avais une petite question par rapport. Quel est, comment tu as choisi en fait de faire un résistant dans un groupe de droite, le groupe de Freinet, il me semble, et non comme c'est l'habitude de faire un résistant qui était dans les francs-tireurs patriotes de communistes? Juste pour resituer un peu l'auditeur, on parle du compagnon en fait, enfin du petit ami d'Anne France en fait. Oui, voilà, enfin, et j'ai voulu aborder ce sujet parce qu'effectivement, moi, j'aime la vérité, malheureusement. Alors évidemment, des fois, elle ne peut pas être absolue dans le monde des hommes, mais enfin, il y a quand même, vu qu'on est quand même gouverné aujourd'hui par le mensonge, il y a quelques années de ça, bon, moi, de toute façon, j'avais été assez imperméable à la propagande parce que l'école, je dormais dans ce qui était histoire, tout ça, et puis j'avais pas après la télé. Mais bon, je savais un peu le mythe résistentialiste, les communistes, etc. Et c'est juste que ben, dans mes différentes lectures, ben voilà, des fois j'étais tombé sur des livres qui m'avaient ouvert les yeux un peu sur la réalité de la résistance, et donc j'ai voulu un peu en parler de façon, comment dirais-je, discrète, mais vu que ce livre, en fait, j'avais un peu pensé, si tu veux, comme un mini manuel, si tu veux, c'est-à-dire qu'un Français de 18 ans, il tombe sur mon bouquin, il va gagner énormément de temps, tu vois. C'est ça que j'ai voulu faire, c'est lui montrer voilà, qu'il y a toutes les différentes auteurs, différentes réflexions, différentes histoires, et sans vouloir voilà, être moraliste ou faire vraiment une sorte d'essai politique, j'ai voulu mettre ça dans la narration pour que le Français s'interroge quand même sur ce qu'on lui raconte de son histoire, quoi. Parce que au-delà même du fait qui était évident que les premiers résistants étaient tous de droite, ça c'est évident. Après que pour des raisons géopolitiques, il y ait des cocos qui soient venus, voilà, mais que même après, la vraie résistance, c'est pas genre, tu vois, tu es dans une forêt et puis tu dis, tiens, je vais faire passer 3 kilos de bananes dans une vieille bagnole. C'est qu'à un moment donné, il faut recréer une armée, etc. Adrien Abosi l'explique beaucoup mieux que moi dans son bouquin, où que la résistance, elle est même une résistance d'État, si tu veux. Donc voilà, enfin, c'est juste que pour quelqu'un, effectivement, qui est complètement pétri du mensonge actuel, il faut y aller un peu doucement, si tu veux, quand même, pour qu'il se pose quelques questions, quoi. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que tu cites Adrien Abosi, et bon, j'imagine que ça a dû lui faire plaisir que tu parles un peu du maréchal Pétain, parce que c'est vrai qu'il en parle beaucoup lui-même dans ses conférences ou dans son dernier livre. Et c'est vrai que j'ai trouvé que la façon, en fait, c'est assez marrant, la façon dont la guerre se déroule pendant l'histoire, on sent que c'est une trame de fond, il se passe la guerre derrière. Mais au final, les personnages ne sont pas si touchés par la guerre. Ils continuent à faire tourner leur épicerie, ils pensent à l'amour, ils pensent à l'avenir. Et j'ai trouvé que c'est très pudique et très bien écrit à ce niveau-là. Le fait qu'on voit que la vie continue, quoi. Oui, parce que si tu veux, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, la Seconde Guerre mondiale et sa mémoire ont été kidnappés, si tu veux, en fait, si tu veux, par la communauté. Si tu veux, qui, eux, effectivement, étaient visés, si tu veux, par le Troisième Reich. Mais c'est pas notre réalité à nous. C'est qu'effectivement,
ce qui est, ce qui est dramatique, c'est que la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui, comme je dis, je crois que dans le bouquin, c'est un feu étrange parce que plus on s'en éloigne et plus ça brûle, si tu veux. Oui, Alors c'est vrai. que on pouvait parler librement, si tu veux, de la guerre juste après la guerre. Et aujourd'hui, c'est devenu un tabou incroyable. Et donc, j'ai voulu aussi décrire ça pour montrer aux gens à quel point, déjà, premièrement, en termes de morts, même si à chaque fois, des morts français, c'est toujours de trop, mais je veux dire, en termes de morts, en termes de Seconde Guerre mondiale, c'est les Allemands, c'est les Russes, tu vois. Nous, on était un peu spectateurs, si tu veux, tu vois. Donc, et que l'occupation allemande, comme disait le cher Jean-Marie Le Pen, oui, n'était pas aussi, tu vois, barbare que ça. On n'était pas en Pologne, etc. Donc, effectivement, bon, ben, les gens, bah, qu'est-ce que tu veux, ils vivaient, ils essayaient de trouver à bouffer. Enfin, voilà, parce que c'est ça aussi la guerre, hein, Mm, mm. c'est toutes ces petites choses là, qu'on a tendance à oublier. Avec ces caricatures de soit il y a le héros, soit il y a le salaud, alors que globalement c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les gens n'avaient pas plus de culture politique entre guillemets à l'époque. Donc quand ils ont vu un type comme Pétain débarquer, pour eux c'était le vainqueur de Verdun, qui était quasiment un héros national. Donc évidemment qu'ils l'ont soutenu parce qu'ils avaient plus d'électricité, plus de charbon, plus rien à bouffer. C'est ce que les gens aussi oublient, quoi, si tu veux, c'est que en temps de guerre, à un moment donné, tu as une population, il faut s'occuper des routes, des égouts, de l'eau, de l'approvisionnement. Et voilà, enfin, c'est toutes ces contingences-là qu'on a tendance à oublier parce qu'on est dans si tu veux, dans le fantasme de dessin animé du bien contre le mal, en fait, tu vois. Donc. D'ailleurs, il y a un personnage qui m'a un peu fait tiquer, c'est le personnage de Madame Cohen. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que pendant tout le... Bon, parce que là, Cohen, normalement, on peut pas se tromper, c'est hébraïque. Et donc déjà, pendant toute la période de guerre, apparemment, elle ne semble pas... Enfin, elle n'a pas de soucis, mais cette Madame Cohen, pendant la période de guerre. Et puis même après, enfin, il n'y a pas un mot sur la Shoah, par exemple, quoi. Il n'y a pas un mot là-dessus. Et donc, est-ce que c'était une volonté de ta part de mettre un personnage, on va dire, un juif du quotidien, comme dit le grand chauve, pour éviter, enfin, pour rappeler qu'il ne faut pas être monomaniaque ou. Bah, en fait, il y avait une double quenelle salto arrière, en fait, si tu veux. C'est que, en fait, il y avait de ça pour montrer que. Il n'y a pas, même enfin, dans l'essence français, si tu veux, il n'y a pas d'antisémitisme de race, si tu veux. Je crois que c'était Brasillac qui disait que oui, les Français sont antisémites, mais ils n'aiment pas qu'on juge quelqu'un pour une simple couleur de peau, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est pas. Je pense que voilà, le Français n'a pas cette mentalité-là. Donc c'était pour montrer ça, effectivement, qu'on pouvait bien s'entendre avec un tailleur ou un boucher cachère. Mais c'était aussi un peu le clin d'œil pour dire que oui, il y avait des Juifs qui vivaient pendant l'occupation. Ils n'étaient pas tous à Dachau ou ailleurs, si tu veux. Tu vois, c'était pour montrer que voilà, c'était pas parce que si on écoute aujourd'hui ce qu'on nous dit, on a l'impression que c'était vraiment, tu vois, total. Or non. Donc c'était un peu cette double dimension là, quoi. D'accord, mais en plus les personnages, c'est vrai qu'ils sont assez attachants. La Madame Cohen, moi, m'a fait penser à Marthe Villalonga tout de suite, quoi. Ouais, bah après, c'était aussi pour l'ambiance petit village, si tu veux, qu'on a un peu perdu pour voilà, Oui, avec des gens, tu sais, forts en gueule, forts en caractère, si tu veux, qui avaient tous leurs qualités et leurs défauts, mais qui étaient des personnages un peu haut en couleur. Ça, on a un peu perdu ça parce que les gens Oui, c'est vrai. sont tous lisses. Tu sais, on a peur de faire du bruit. Moi, je sais que même moi, j'ai tendance à parler fort, tu vois, je me rends pas compte. Bah, des fois, tu as l'impression que tu es là, ça gêne, tu vois, genre tu parles fort, tu rigoles fort, tu manges trop. Enfin, tu vois, aujourd'hui, il faut vraiment être lisse, être un petit métropolitain de merde, tu vois, bien rangé, tu sais, qui fait pas trop de vagues. Alors que nous, en fait, en France, on aime les Cyrano, on aime les Gabins, tu vois, enfin, on aime les gens un peu exubérants, forts en gueule, tu vois, donc. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve justement dans les différents personnages de ton livre. Je l'ai trouvé assez bien fait là-dessus aussi parce que chaque personnage a son petit caractère. La tante notamment qui est un peu tout le temps, enfin d'après ce qu'on comprend, hein, elle est un peu tout le temps en train enfin elle est pas forcément très agréable quoi au début. Et puis finalement après plus tard dans le livre, et ben on comprend un peu c'est quoi son petit point faible et puis qui la rend douce quoi. Et une nana, une voisine aussi qui voulait toujours voyager, tu vois, et puis tu vois, toutes les semaines, elle pensait qu'elle allait faire ses bagages pour aller Oui, c'est au vrai. Vietnam ou je sais pas quoi, et puis bon bah, l'ironie de l'histoire étant que elle effectivement n'a jamais quitté son quartier,
mais que son magasin étant remplacé par des immigrés, je dis que c'est le voyage qui est venu vers elle, Oui, c'est ça. finalement. Voilà, donc, Oui, voilà, effectivement, enfin, ce personnage est assez attendrissant aussi. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est ce personnage aussi qui est décrit comme vivant une relation assez particulière avec son mari, où ils passent leur temps à se crier dessus, mais au fond, ils s'aiment. ouais, je disais que c'était leur façon de s'aimer, parce que c'est vrai que des fois, on est là d'extérieurement, on comprend pas, et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un peu l'amour vache, on va dire, c'est-à-dire qu'ils s'engueulent sans arrêt, mais au fond, ils ont beaucoup de tendresse l'un pour l'autre, quoi. Et c'est vrai que du coup, cette ambiance village et les personnages subalternes qui arrivent à ce moment-là sont très bien décrits. Et en fait, on ressent vraiment la fin de cet esprit village quand Anne-France en parle et qu'on rentre dans l'aspect, enfin dans l'époque des années 80, et où elle explique ensuite après sa précarisation petit à petit, les banques, l'usure, les crédits, etc. Et je sais pas si c'était une image que tu avais en tête, mais à ce moment-là, quand Anne-France est très précaire, moi j'avais un peu en tête le film des années 90, Une époque formidable, avec Boringer et Junio. Ouais, je l'ai vu ce film, j'avais bien aimé. Oui, oui, ben, j'avais pas forcément ça en tête, mais c'était vraiment l'idée. En plus, tu sais, donc j'ai dit que Anne-France, c'était la France, et que en fait, je fais une métaphore filée où je dis, c'est la petite bête qui monte, tu vois. C'est-à-dire que elle se sent, il y a ses membres qui disparaissent un peu un par un, et cette petite bête étant effectivement le pouvoir bancaire, si tu veux, avec tous ces, avec tous ces autres, on va dire, soldats. Et effectivement, c'était juste pour montrer, si tu veux, comment dire, la déperdition et cette disparition d'un mot que je trouve très joli, qui est la convivialité, en fait, tu vois. Mm. C'est que vraiment, et même, enfin, cette laideur, si tu veux, de toujours voir justement, avant, tu avais des petites épiceries, bon, bah, c'était encore des Français. Tu avais le boucher, tu avais d'autres bouchers. Maintenant, si tu veux, tu as des épiceries avec toujours les mêmes. Tu as des Carrefour Market. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les villes sont laides parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de poissonniers, il n'y a plus de bouchers, il n'y a plus de charcutiers. Ça va être tout dans des grandes surfaces à la con qui te vendent Oui, les c'est mêmes ça. merdes. Et c'est laid. Et c'est-à-dire que Oui, et puis les gens qui n'ont pas connu, si tu veux, ça, ne se rendent pas compte de ce que peut être une ambiance d'une rue avec des vrais commerçants, tu vois. Pas des connards du tertiaire ou une banque, tu vois. Non, avec des commerçants où il y a des livraisons, des machins, des trucs comme ça. Et ça, on l'a beaucoup perdu, à part effectivement dans des grands centres de villes très riches où effectivement tu as encore des artisans parce qu'il y a une clientèle pour. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, le boucher, le charcutier, le poissonnier n'était pas réservé à la haute bourgeoisie, tu vois. oui, et puis les gens se connaissaient entre eux aussi, enfin, moi ce que je trouve intéressant, comme tu le dis, c'est qu'il y avait un boucher, un boulanger, un poissonnier, mais les gens se connaissaient vraiment, quoi, maintenant, dans la vie, enfin, en ville, même si t'as parfois, voilà, un boucher, un poissonnier, et machin, tu les connais pas forcément, parce que de toute façon, un coup tu vas au poissonnier, et puis le lendemain tu vas au Carrefour parce que c'est moins cher, donc en fait tu les connais pas, il y a pas cette proximité, cette ambiance un peu de village en fait qu'on C'est retrouvait ça, même dans les grandes villes avant. c'est ça. Ouais. C'est ce que j'ai voulu montrer, en fait, quoi. Alors, juste pour rebondir, si je peux me permettre, en fait, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé du fait que tu citais pas mal d'autres auteurs dans ton livre. Donc, comme tu disais, ça te faisait un peu un espèce de condensé, t'accélères la lecture en fait pour le lecteur, qui Oui. tu lui permettre de découvrir d'autres choses. Je trouve que c'est quelque chose qui invite à la lecture, donc ça c'est assez intéressant parce que bah, moi la première, il y avait pas mal d'auteurs que je ne connaissais pas ou que j'avais pas eu l'occasion de lire, donc ça invite à la lecture. Et puis voilà, effectivement la question c'était bah, quels sont au-delà des auteurs que tu cites évidemment dans ton livre, tes références, tes personnages un peu emblématiques, enfin tes auteurs emblématiques on va dire. Alors, c'est des questions un peu à tiroir, parce qu'en fait, moi, mes références, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que moi, j'ai lu à peu près, on va dire, tous les classiques, parce que je voulais me faire une culture littéraire et une culture de qu'est-ce que c'est que bien écrire. Donc, pour moi, par exemple, Stendhal, j'aime pas beaucoup Stendhal, mais je l'avais lu parce que, bon, bah, le mec, voilà, il a écrit Le Rouge et le Noir, etc. Après, moi, je n'aime pas forcément Stendhal parce que je m'ennuie un peu, tu vois. Mais dans une première démarche, je me suis forcé à lire parce que c'était classique, tu vois. Donc Racine, donc voilà, Céline, voilà, etc. Après, en termes de goût, non, bon, pour la poésie, voilà, enfin, moi, même si on a lu beaucoup plus,
Mais franchement, ceux que j'aime énormément, voilà, c'est Baudelaire, Verlaine, Théophile Gautier. Voilà. Après, je peux prendre plaisir à lire du Hugo, du Lamartine, etc. Mais moi, c'est vraiment les trois, de ce que j'ai pu voir, c'est quand même les trois plus sérieux. Après, il y en a qui vont aimer Mallarmé, etc. J'aime beaucoup Molière aussi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'époque à lire Molière parce que c'est extrêmement bien écrit. Et vraiment, enfin, ça m'a appris à limite à ressentir et voilà, et avoir une exigence en termes de forme. Après, voilà, après, il peut y avoir des auteurs qui sont pas d'une plus une plume exceptionnelle, on va dire, en termes de style, mais qui sont des très bons narrateurs, comme peut être Henri Vincenot, qui est un auteur, qui est un bourguignon, mais en fait, finalement, c'est un auteur français. Henri Vincenot écrit, enfin, tu vois, c'est des gens où t'es pris tout de suite. C'est comme Edgar Allan Poe aussi, que j'aime beaucoup. C'est un novelliste, un auteur de nouvelles. Tout de suite, tu vois, à la deux premières phrases, le décor est planté. Enfin voilà, donc il y a des très bons narrateurs comme ça. Donc je sais pas si j'ai des écrivains préférés. Il y a Barjavel que j'aime énormément aussi. Alors lui, c'est pareil, c'est un très bon conteur. Alors en plus, il est un peu dans la science-fiction, mais à chaque fois, c'est pas pour la science-fiction, c'est pour une histoire d'amour qui est un peu mise sur la lune. Enfin, tu vois, enfin bref, c'est un auteur qui est aussi très, enfin un très très bon conteur. Voilà, après ça va être des livres, tu vois. Je suis pas spécialement fan de Céline, par exemple, mais j'aime beaucoup Le Voyage au bout de la nuit. Et puis ses pamphlets m'ont fait beaucoup rigoler, tu vois. Mais après, ce qu'il a fait, j'aime moins. Mais voilà, donc ça va être un peu tout ça. D'accord. Tu vois, là, dernièrement, j'ai lu les mémoires d'Albert Simonin, tu sais, celui qui a fait Touche pas au Grisby, tout ça, dans la littérature un peu populaire policière. Voilà, c'est ses mémoires. Donc, c'est sa jeunesse, donc au quartier Côte de la Chapelle, à Paris, où il dit à un moment, c'était très drôle, au moment de la guerre 14-18, ils ont vu des tirailleurs sénégalais arriver à Paris. Il disait que c'est la première fois qu'ils voyaient un nègre. Il dit nègre hein, dans le truc. Alors tu te dis, à part ça, il n'y a pas de grand remplacement, si tu veux. C'est-à-dire que lui, à la Chapelle, aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'il y ait un blanc encore, si tu veux. Tu vois, Oui, donc, c'est enfin, ça. bref. Ouais. Bah, tu vois, lui, c'est une écriture qui est très simple, mais avec beaucoup de richesse dans l'anecdote, dans les sentiments, etc. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, la littérature. C'est Schopenhauer qui disait ça. Dit, avant d'écrire, il faut se poser une seule question. Est-ce que tu as quelque chose à dire, tu vois? Voilà. À un moment donné, si tu n'as rien à dire, ça sert à rien tu vois, de... Et il y a des gens qui ne sont pas forcément des très grands écrivains, mais vu qu'ils ont eu une vie absolument passionnante, ils ont réussi à quand même avoir ce talent quand même de le coucher sur papier. Et c'est pas forcément des grands auteurs mis dans le panthéon de la littérature française, et pour autant, ça fait des grands livres, tu vois. Donc voilà. Ok, je vois. Kaga, tu voulais conclure? Oui, très bien. Bon, alors en fait, ma conclusion va être assez rapide. Donc dès le début, on sait qu'il n'y aura pas de happy end. Pas de happy end, mais du panache. Un panache français. Ce livre, il respire la France enracinée. Et d'ailleurs, je crois que Virginie Vota avait dit plus ou moins la même chose, que ce livre respirait la France enracinée. Je pense aussi qu'en fait, ce livre, ce qui est bien, c'est qu'il pourrait être triste, parce que dès le début, on sait qu'on va assister au dernier jour d'une vieille dame et par extension de la France. Mais il ne l'est pas si triste que ça. Il est plutôt mélancolique, beau, même dans la tristesse. Et je pense, alors, c'est mon avis, je ne sais pas si Romain sera d'accord avec ma conclusion, c'est que je me dis qu'il ne faut pas désespérer, parce que le message au-delà du journal à proprement dit et des conclusions que tire Anne France, c'est la transmission. Les hommes qui ont trouvé le journal font œuvre de transmission, ils décident de l'imprimer, de le lire. Nous, on lit quelque chose. Et en fait, j'ai eu l'impression en tout cas que la conclusion était aussi que tant que l'esprit français dont était imprégné ce roman et les personnages ne disparaît pas totalement, la France n'est pas finie. Bah écoute, moi je trouve c'est rare d'avoir une lecture aussi profonde que la tienne, parce que tu as vu, moi mon livre est un peu un millefeuille, il y a énormément de choses. Je voudrais donner un exemple, je crois qu'il n'y a que Daniel qui l'a vu pour le moment. À la fin, effectivement, tu sais, bon bah elle meurt un peu sur son PC, quoi. Donc déjà, sur un point de vue littéraire, je crois que jamais personne n'a fait mourir, si tu veux, l'auteur, tu vois, c'est-à-dire qu'on assiste finalement à la mort en direct. Je pense pas avoir été fait. Donc déjà sur un point de vue littéraire, c'était intéressant, mais surtout, tu vois, on voit que même au niveau du langage, parce que vu que sa tête est appuyée sur les touches, en fait, il y a tout un paragraphe où ça fait que des lettres, tu vois. C'est-à-dire que, et ben en fait, c'était l'image de la perte de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que même l'orthographe, la grammaire, elle est attaquée, si tu veux. Dernièrement, ça a fait le buzz là, sur Internet. Il y a un type, il a dit non, je ne suis pas un monsieur, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, on est dans le chaos le plus total. C'est-à-dire que les mots n'ont plus de sens, il n'y a plus de grammaire.
Donc voilà. Et toi, bon, bah, tu as vu énormément de choses. Déjà, moi, je partage cet avis avec toi, c'est que si c'est triste mais que c'est beau, ça qui est important, tu vois. C'est parce que la beauté dans ce monde l'est, c'est déjà quelque chose de positif. Donc même si ça te tire la larme, moi c'est ce que j'ai voulu faire par ce livre-là, c'est dire il y a encore de la beauté. Alors même si ça passe par la tristesse. Et effectivement, oui, c'est triste parce que j'ai pris le parti de parler de la France de ces 70 dernières années. Donc objectivement, je voyais pas comment je pouvais faire rigoler les gens, quoi, si tu veux, tu vois, parce que c'est triste. Mais euh, le fait même que ce livre existe est un témoignage que tout n'est pas perdu, parce que voilà, il y a des gens comme moi qui essayent d'écrire, d'autres qui s'y intéressent, d'autres qui font d'autres choses, et je crois que vraiment aujourd'hui, il faut qu'on fasse ça, vous participez à ça, mais il faut qu'on se crée une culture, il faut qu'on ait nos propres références, donc il faut qu'on se soutienne et qu'on se serre les coudes pour que dans 10 ans, bah, le petit jeune de 22 ans, bah, des Christophe, il y en ait 15, des Romain Guérin, il y en ait 30, tu vois, parce que faut arrêter de se tirer la bourre, parce que bien sûr qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que on doit recréer une culture. Donc des écrivains, il y en aura, tu vois, enfin, donc il n'y a pas de concurrence à avoir. Et effectivement, bon, bah, ce côté de transmission, c'est que ben, c'est quand même des jeunes hommes qui lisent ça. Et donc, ça a forcément qu'on les bouleverser parce que ils se disent, bah attends, merde, voilà, elle a écrit tout ça, je vais lire, je vais m'intéresser. Et c'est un peu comme je dis dans l'introduction, il me semble que je dis que ça a éveillé en lui des choses insoupçonnées encore. Et effectivement, je pense qu'un livre ou un témoignage en tout cas peut changer une vie. Donc, je pense que ce livre ne souffre que, si tu veux, d'un défaut de médiatisation lié à l'indigence dans laquelle notre milieu se trouve. Mais j'ai la joie de constater que tous les gens qui l'ont lu ont été vraiment... ils l'ont plus qu'aimé, si tu veux. Ils ont été assez bouleversés. Et moi, j'aimerais vraiment que le plus de jeunes hommes possible ou jeunes femmes de 16 à 25 ans puissent lire ça pour leur faire gagner du temps, quoi, si tu veux. Mais en tout cas, oui, tu as eu une lecture très profonde et très intelligente de mon livre, en tout cas. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à vous deux, à la fois Karial pour tes questions et ton analyse, et puis Romain forcément pour tes réponses. Pour ton livre forcément aussi. Je conclurai cette émission en vous rappelant donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, je ne peux que vous encourager à vous le procurer le plus rapidement possible. Donc si je me trompe pas, le Journal d'Anne France est disponible aux éditions Altitude, donc sur le site www.édition-altitude.fr au prix de 14 €, donc c'est quand même pas très cher. Ça fait 2 paquets de clopes aujourd'hui. Hein, donc, C'était aussi pour ça que j'ai voulu faire quelque chose de court, parce que tu sais, plus c'est gros, plus c'est cher en fait. Hein, ah bah ça, oui. le truc. Oui, et donc, sûr. moi, je voulais pas, et d'ailleurs, dans mes prochaines productions, ça sera toujours pareil, parce que je sais que même si 14 € c'est pas grand chose, mais psychologiquement, les gens se sont dit merde et tout, mais je voulais pas faire des livres chers, donc c'était volontaire de ma part aussi. Non, mais franchement, c'est très accessible à la fois au niveau du prix et de la lecture, donc je vous le recommande plus que tout. Romain, peut-être que tu peux nous parler des prochaines, peut-être des interviews, je ne sais pas, ou prochains projets que tu as à ton actif. Tu nous as parlé tout à l'heure d'un CD, si je ne me trompe pas. Les interviews, enfin, j'ai fait un passage sur TV Liberté, mais qui est enregistré, mais qui va peut-être sortir, je sais pas quand. Là, je vais à Radio Courtoisie au mois de juillet. Bon, voilà, c'est sympa parce que je vois que le livre commence, toi, c'est long, faut être patient, mais pour l'instant, il est lu, apprécié, donc ça, j'en suis très content. Sur les projets lui-même, bah oui, parce que j'avais fait un financement participatif pour un album, parce que ça, c'est mes premiers amours un peu artistiques. J'avais gratté un peu des guitares et je faisais des chansons, parce qu'à l'époque, j'étais fan de Nirvana et tout. Et donc, j'avais eu des groupes de rock, un peu, etc. Mais après, je m'étais plus orienté vers l'écriture, parce que déjà, je me sentais meilleur là-dedans, puis ça me convenait plus. Or, j'avais quand même mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie là-dedans. Et je me suis dit que voilà, toujours dans cette logique de conquête culturelle quoi, des esprits, que il fallait pas lâcher l'affaire. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce financement participatif, qui a été un vrai succès, parce que même si la somme est dérisoire par rapport à un album, tu vois, de Kali ou je ne sais quelle merde, oui, j'imagine. j'ai récolté 3800 €. Ah oui, c'est pas mal quand même. Ce qui est énorme, c'est-à-dire que je m'y attendais pas, mais surtout c'était en un mois et demi, hein, tu vois, donc bref. Donc, moi déjà, la maquette, enfin la jaquette est quasiment prête. Normalement, je devrais rentrer en studio 2-3 jours au mois de juillet. Après, j'aimerais faire quelques clips et tout, donc ça sera peut-être avec Cro-Blanc qu'on fera ça, enfin on verra. Et donc, en tout cas, j'ai cet album, j'ai cette chanson en duo avec Christophe.
Et ça, je pense que ça va vraiment être sympa parce que ça va montrer un peu voilà, cette camaraderie et cette collaboration de ces artistes un peu de ce milieu. On essaiera de faire un clip vraiment sympa parce que la chanson, elle est vraiment, elle pourra être, si tu veux, une chanson vraiment que des jeunes un peu, voilà, pas forcément nationaux, mais que des jeunes pourront quoi s'approprier. Donc ça, c'est pour dans l'immédiat. Après, moi j'ai plein de livres plein de livres. J'ai 4-5 livres qui sont déjà prêts, mais après c'est j'ai 2 de poésie, un recueil de maximes, un autre roman qui est pour le coup là, là je vous ai fait donc un peu pleurer avec Anne France. Là c'est plus une farce, une comédie, donc ça sera plus rire, mais avec toujours ce fond très français et politique. Mais ça voilà, j'ai pas de date. Vraiment, bon bah l'actualité c'est toujours Anne France parce que de toute façon je le quitterai jamais ce bouquin. Enfin, j'en parlerai même dans 3 ans. C'est ça qui est bien avec Internet aussi, c'est qu'avant, bon bah tu faisais une sortie de livre, ça marchait pas en librairie, t'es à la poubelle. Avec Internet, moi, je pourrais très bien parler d'Anne France encore dans 4 ans, donc je m'en priverai pas. Mais dans l'actualité, ça sera vraiment, oui, d'ici 3-4 mois, la sortie de cet album qui, voilà, dans la même lignée de Christophe, d'essayer contre vents et marées, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment compliqué, parce qu'on est tous on a tous pas beaucoup de thunes ou des métiers un peu difficiles, mais vraiment se battre pour ne serait-ce que pour le témoignage qu'il n'y a pas que le rap, il n'y a pas que des Christine Angot en France. Et on va essayer de toujours et toujours porter quand même si c'est dur, un message d'espoir parce que finalement, quand on a un peu de culture historique, rien n'est jamais vraiment perdu en fait. Il suffit de se battre. Donc voilà. C'est vrai. Bah, en tout cas, sache que tu as tout notre soutien. Je pense pouvoir parler au nom de la plupart des militants de l'ADF. Et puis, on a hâte de découvrir tes prochaines créations, que ce soit voilà, sur papier ou sur CD. Bah, je vous remercie en tout cas de s'être intéressé à moi, parce que je pense que c'est rare malheureusement, mais on est dans une bonne... il faut créer cette dynamique-là. Moi j'étais venu vous rencontrer justement à Lyon, parce que moi je participe de ça, c'est que je vais de partout. C'est-à-dire que je peux aller au Front National, à l'Action française, aux identitaires. Ah bah oui, c'est sûr. Malheureusement, ces chapelles-là sont pas aussi ouvertes qu'il faudrait, mais en tout cas je pense qu'il faut qu'il y ait cette dynamique, en tout cas porté par des écrivains, des artistes, où il n'y a pas de voilà, il y a pas de chapelle. Je pense qu'on aime à peu près les mêmes choses et on veut les mêmes choses. Donc tout à fait. voilà, en tout cas c'est très positif et c'est ce message que j'ai retrouvé au-delà de votre idéologie plus profonde. Mais en tout cas, ce sentiment d'ouverture était très présent chez vous et ça c'était très agréable quoi. Eh ben écoute, merci à toi pour ce retour. On va conclure cette émission du coup. Effectivement, il y a un 3e morceau que Romain a choisi et si je me trompe pas, c'est un morceau un peu plus punk. C'est ça, en fait c'est NOFX, c'est un groupe de punk mais anglais ou américain. Et vu que je voulais pas que ça chante en anglais parce que c'est quand même la langue quand même du colon, enfin de l'envahisseur quoi. Et ben ils ont repris Aux Champs-Élysées de Dassin, donc moi je la trouve sympa, ça chante en français. C'est très français, ouais. Et donc voilà, alors il parle un peu un français plus qu'approximatif, mais ça fait toujours plaisir quand ça nous flatte un peu dans notre ego patriotique quand un groupe étranger fait l'effort de chanter dans ta langue une chanson populaire quoi. C'est vrai. Alors du coup, on va se laisser sur ce son-là. Je vous dis encore une fois merci à tous les deux et puis à très bientôt sur Fréquence Europa. Merci à vous. Ave pour Sonneur. Bonjour, un nombre tant qui,